suis du coup l'un des deux cofondateurs et co-CEO de With The New. Un run à aller chercher les 100 millions en 2024, quoi. Tout était sold out instantanément, donc en fait on avait une raison d'être qui était énorme. Nous on était acteurs du marché secondaire, on travaillait pas avec les marques, on avait vu des signes annonciateurs qui nous avaient fait comprendre que la hype autour des sneakers, et surtout autour des sneakers en édition limitée, elle allait probablement changer. J'ai tellement détesté ce moment que je ne veux plus jamais de ma vie le revivre. Ça m'a mis du plomb dans la tête. Est-ce que je vais rester sur un échec de pas être le gars qui sait run, ou est-ce que je vais apprendre à run un business, tu vois? C'est bon, ça enregistre. Putain mec, tu m'as mindfuck là avec ton expression. C'est quoi? C'est pour toi en fait, essayer un peu de manier l'organisation, c'est un peu refermer des tiroirs ouverts, c'est quoi? Ouais, en gros je te disais que j'ai lutté toujours une tonne avec le nombre de choses qu'il y avait dans ma tête. Ouais. Et souvent ça m'empêche d'agir et ça m'empêche d'avancer. Et en 2017, c'était l'année où on a commencé à créer la boîte. J'ai commencé la méditation. Alors c'est un grand mot comme ça, mais la vérité c'est que juste que je m'asseyais 10 minutes et que je respirais, que je faisais attention à ma respiration. Et l'image que j'ai eue genre assez rapidement avec la méditation, c'était comme si ma tête c'était une espèce de chambre en bordel complet et que les 10 et maintenant 20 minutes que je fais de respiration, c'était moi qui en gros... tu vois une chambre avec plein de tiroirs ouverts. Ouais. Et ce que ça vient faire, c'est prendre tous les papiers qui sont par terre dans la chambre, les remettre dans les bons tiroirs et fermer les tiroirs. J'adore cette métaphore, cette image, je vais te l'appliquer, je pense. Parce qu'en fait, en vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, l'image que je prends souvent, c'est que... alors moi, c'est pas une chambre en bordel, c'est 1 million de moustiques qui bourdonnent au-dessus de ta tête. Ouais. Et en fait, le but, c'est de prendre les moustiques et de les mettre justement dans des boîtes. Mais pas des boîtes où, pareil, tu les fous sous le tapis, mais des boîtes après où elles sont de couleurs, tu les connais, exactement. Etc. Et tout. C'est ça. Et en fait, moi, c'est ça, c'est enlever les trucs qui bourdonnent au-dessus de la tête, les mettre dans des tiroirs ou des boîtes. Ouais. Et en fait, où chaque tiroir ou chaque boîte, elle a une couleur, un numéro et elle a un créneau dans l'agenda où on va rouvrir cette boîte pour traiter ce fameux moustique. Et tu peux y accéder, et c'est plus accessible quand c'est rangé que quand ça l'est pas. Ah mais j'aime bien cette image. Je pense que c'était une très bonne intro pour ce podcast. Écoute, c'est un épisode assez cool parce que je suis en train de réfléchir. Alors c'est pas la première fois que je reçois un deuxième associé. Je l'avais déjà fait avec Valran et Sixtine du Crayon. Okay. Je cherche si j'en ai pas eu d'autres. Mais en tout cas voilà. Toi c'est la première fois du coup que je reçois la deuxième fois que je reçois le deuxième associé d'une boîte. Il y a pile 1 an, j'avais reçu donc ton associé Mickaël. Ouais. Vous êtes tous les deux les deux cofondateurs de With The New. Mais en plus, là, ce qui est particulier, c'est que entre-temps, il y a 1 an et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses pour With The New. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que tu es là pour en parler. Mais avant tout, David, je vais te demander de te présenter, puis après, on va pouvoir dérouler. Ok, pas de problème. Bah, écoute, tu m'as déjà pas mal présenté, mais pour continuer, moi, je m'appelle David, j'ai 30 ans. Je vais avoir 31 ans bientôt et je suis du coup l'un des deux cofondateurs et co-CEO de With The New. Donc c'est la plateforme qui permet aux gens d'acheter et de vendre les paires de baskets et les produits streetwear de leurs rêves en toute sécurité. Et voilà, je suis content d'être là. Yes, With The New qui, du coup, même quand j'ai reçu Mickaël, vous étiez sur un run à aller chercher les 100 millions en 2024 quoi, à l'époque. On était, donc il me semble qu'on a atteint proche des 100 millions en 2022, donc déjà même avant 2024. On est redescendu un tout petit peu en 2023 et on avait prévu une année 2024 qui était plutôt du côté de la rentabilité que du côté du volume, mais il s'est passé pas mal de choses entre temps, comme tu l'as dit, et au final la boîte a été reprise à la fin de l'automne, en fin novembre, et on a je pense recommencé une aventure qui a des points communs avec la précédente, mais qui est dans plein de sens toute nouvelle. Ouais. Parce que l'objectif de la boîte est un petit peu différent, la façon dont on fait les choses est un petit peu différente, l'équipe est plus restreinte, les objectifs du coup sont différents également. Et franchement, moi ça me plaît bien. Je suis content. On a passé des mois qui étaient assez difficiles entre le printemps 2024 et le printemps et l'automne 2024 n'ont pas été faciles. Mais on en est, j'espère, de l'autre côté et c'est plutôt une bonne chose. Eh ben écoute, trop bien. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être on va essayer, même si moi, c'est souvent décousu chez moi, mais on va essayer de faire ça quand même en 3 parties. Peut-être, on va quand même réexpliquer un peu l'aventure With The New, sauf qu'on va essayer de le faire assez rapidement parce qu'on est rentré vraiment, mais grave dans le détail avec Mickaël qui même raconte toutes vos anecdotes quand vous alliez en bagnole à Clairefontaine pour vendre vos pompes à des joueurs de foot, etc. Ou même à Lens. Enfin, il y avait plein d'anecdotes comme ça hyper
hyper sympas, des vraies aventures d'entrepreneurs, ou même vous livrez vous-même en scooter dans Paname, ça et tout. Bon. Bref, hyper cool. Donc allez écouter cet épisode qui date d'il y a 1 an. C'était peut-être l'épisode, je sais pas, numéro 30 ou un truc comme ça. Toi, tu vas être le 130. Donc, par là, donc, tu vois, on est. T'as bossé entre-temps. On a une centaine d'épisodes en plus. Et on revient rapidement peut-être là-dessus. Tu racontes même peut-être toi aussi ton rôle bien sûr. et tout. Comme ça, les gens, ils ont le contexte. Après, peut-être qu'on raconte comment une boîte qui est. Je pense qu'il faut que les gens aussi que l'audience se rende compte, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc avec du coup tous les flux, tout le management, tout ce que ça implique. Alors, je crois que vous êtes dans le top 5 des plus grosses boutiques Shopify de France, avec les amis de The Braderie. Je sais pas, tu connais un peu le... Je sais que The Braderie sont quasiment 100 millions aussi, ou ils les ont dépassés. Je sais pas exactement. Moi, j'étais toujours très très content de ce qu'on faisait. Je regardais ailleurs forcément, mais je regardais pas forcément exactement ce qui se faisait en France. Non, mais pour que les gens peut-être plus des ordres de grandeur en fait, des flux quoi. On était... 100 millions, c'est énorme quoi. Ouais, 100 millions, c'est énorme. 100 millions, c'est énorme. Faut en vendre de la paire de chaussures quoi. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'est à Noël 2022. Donc vraiment un des moments, probablement des mois où tu vois, quinzaine où on a fait le plus de chiffres. On est rentré, on est passé avec Mike à l'entrepôt où on reçoit, on authentifie, on renvoie toutes les paires de baskets. Et quand je te dis qu'on avait un entrepôt, tu vois, assez grand, un entrepôt, je crois, il me semble, si je te dis pas de bêtises, de genre 800 mètres carrés. Ce qui est pas mal, ouais. Dans lequel on arrivait à rentrer et passer le moment où on était rentré, vraiment il y avait plus trop de place quoi. Il y avait plus trop de place. On avait tous les produits qu'on avait reçus le matin même et les produits qu'on n'avait pas encore traités qui allaient quasiment jusqu'à l'entrée. Tous les postes d'authentification qui étaient occupés par des logisticiens, des authentificateurs, des membres de notre équipe qui étaient en train de préparer les paires. Le stock en haut qui était plein. Tout était plein à ras-bord genre. Et c'est des grands souvenirs quoi. C'était des bons souvenirs parce que c'était les moments où ça tournait véritablement à plein régime. Ouais. Et du coup, voilà. Mais pour faire ça, il y a aussi, je suppose, quand même une grosse structure de coûts qui s'est mise en place. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, peut-être... franchement, rentrons peut-être quand même un poil dans le détail là-dessus. Parce que moi, je suis passé par là. Donc en plus, évidemment qu'il y a zéro jugement là-dedans. Et justement, c'est plus dans l'intérêt que de comprendre. Les gens se disent, putain, mais ils font 100 millions d'euros. With the News, c'est le truc de ouf. Comment, à un moment donné, une boîte comme ça peut être en difficulté et du coup, jusqu'à devoir être reprise. Mais alors, encore une fois, là, je vais pas spoiler, mais l'histoire, elle continue et elle va être belle. Et comment une boîte comme ça, elle peut être en difficulté? Expliquez même concrètement, c'est quoi? C'est de toute façon, tu fais 100 millions de chiffre d'affaires, mais si tu en dépenses 110, du coup, tu perds de l'argent. Et à un moment donné, il y a une question de fonds propres, de cessation de paiement. Comment ça se passe? Non, ça, c'est la version courte, c'est ça. Tu fais un certain chiffre d'affaires. Derrière, comme tu es une plateforme, forcément, dès que tu vends pas déjà tes produits, tu fais pas 90% ou 80% de marge. Tu fais une marge qui ressemble plutôt à une commission, tu vois, qui est entre les 20 et 30% pour nous. Donc, il te reste ça de ton chiffre d'affaires qui t'arrive vraiment. Le reste, tu le donnes à tes vendeurs. Ça, c'est que la marge brute. Qui t'ont vendu exactement. Ça, c'est que la marge brute. Et ensuite, avec ta marge brute, tu dois absolument tout payer, quoi. Tu payes le loyer de tes bureaux, le loyer de ton entrepôt, tu payes toute ton équipe, tu payes toute ton équipe avec les charges, etc. Tu payes l'acquise, le marketing, tu payes 2 shipping parce que nous, on recevait les produits et ensuite on les renvoyait. Alors, il y a une partie d'un des 2 shipping qui est payée par soit le vendeur, soit le client, mais au final, ça reste une facture de transport qui est assez énorme que tu dois payer, qui est en 2, contrairement à beaucoup de sites e-commerce qui ont déjà acquis leurs marchandises auparavant, qui la vendent sur stock, etc. Et c'est pas un sachet de stickers, c'est comme une paire de pompes dans ces... exactement. Donc c'est un colis de 1,5-2 kg. Parfois les gens commandent plusieurs choses, parfois c'est un petit peu plus lourd parce qu'il y a une grosse boîte et une boîte un peu collector, etc. Donc ouais, ça fait pas mal de coûts. Et en effet, on a parlé d'acquisition marketing, donc c'est un truc. Et en vrai, l'histoire ou la version, ça c'est en effet la version courte un peu de l'histoire. La version longue, on a levé des fonds pour la 3e fois, donc en série B en 2020. On a commencé en 2022. Ce qui était marrant, c'est quand on est arrivé tout frais au marché entre guillemets des VC, ça a été un petit peu plus compliqué qu'on pensait. Ce qui venait de se passer, c'était début de la guerre en Ukraine. Le coût des marchés, il me semble, si je me rappelle bien, le coût des matières premières qui était beaucoup plus élevé, les cryptos qui s'étaient effondrés, etc. Le momentum était pas en tout cas, voilà, exactement. C'était pas dingue. Donc, on a passé une assez grande partie de l'année 2022 à lever des fonds. Donc ça prend quand même déjà pas mal de temps et pas mal de focus en dehors du business.
plein Je me rends compte qu'on a oublié de mettre bien sûr, on a casque oublié de mettre aussi. nos casques, donc on peut mettre nos casques pour s'entendre correctement. Ok, cool. Ça va te faire bizarre les 5 premières secondes. Ah, ouais. c'est 100% la première fois que je mets un casque. Ça devrait fonctionner. Donc ouais, on lève des fonds pendant la quasi-totalité de l'année 2022 et grand shout-out à Mike parce que c'est lui qui passait son temps, ses journées, ses soirées, ses nuits à faire en sorte qu'on essaie de répondre le maximum, tu vois, à toutes les sollicitations des potentiels investisseurs, qu'on réponde à toutes les questions, qu'on soit vraiment au four et au moulin sur ça pour pouvoir conclure la levée de fonds. Au final, ça a duré 1 an, tout pile. On est arrivé en 2020, on est arrivé début 2022 et on a levé en début 2023. Donc on était très contents parce qu'on a quand même réussi à lever dans de très bonnes conditions. On a un nouveau fonds on a 2 nouveaux fonds qui se sont joints à l'aventure. Et ensuite, à partir de 2023, on a compris que on avait beaucoup appuyé sur l'accélérateur en termes de volume jusqu'à la fin 2022 et que maintenant, il fallait probablement qu'on aille regarder un petit peu plus du côté de... alors même pas aller regarder juste, le but d'une boîte à un moment, c'est d'être rentable. Certes, on voulait atteindre des volumes qui étaient extrêmement élevés, on voulait être leader en Europe, etc. Mais il fallait le faire de manière saine. Donc, on a commencé à aller dans ce sens-là sur toute l'année 2023. Ça s'est soldé par un dernier mois 2023, décembre 2023, qui était super positif. Et après ça, on a commencé à connaître des mois qui étaient beaucoup plus difficiles. Je reçois Michael, moi, du coup, en janvier. Tu vois, genre juste après. Et je me rappelle qu'il était en pleine pêche. En janvier 24. Ouais. Janvier 24, on était en pleine pêche. Ça rigolait. Et le marché a beaucoup changé. Il a beaucoup changé à partir de 2022, mais il y avait encore une hype qui était extrêmement élevée sur à peu près tous les produits. Et donc, que ce soit du Nike, du Adidas, mais surtout Nike et Jordan, tout était sold out instantanément. Donc, en fait, on avait une raison d'être qui était énorme. On était acteurs du marché secondaire. On ne travaillait pas avec les marques. On ne travaillait pas en gros, etc. On travaillait que sur les produits qui étaient limités. Je te prends juste 1 minute pour te présenter mon nouveau partenaire que j'aime de ouf. C'est TheAssistant.com. Je te la fais courte. Il y a 6 mois, je commençais à être débordé. Je passais mes journées à jongler avec des factures, mes DM LinkedIn, réservations de train et j'en passe. Bref, tout sauf avancer sur mes vrais projets. Et là, j'ai découvert TheAssistant.com et je te promets, ma vie a véritablement changé. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Tu veux tout faire toi-même parce que tu as peur de déléguer. Tu as l'impression de perdre ton temps dans des tâches sans valeur et tu te demandes toujours, mais comment je vais faire pour tout gérer? Alors reste avec moi, j'ai la solution pour toi et elle s'appelle TheAssistant.com. C'est comme ton super bras droit, il gère tout pour toi, toutes les tâches qui te bouffent du temps. Tes factures, tes relances clients, ta pré-compta ou encore ton community management, la planification de tes posts, les réponses à tes DM, la recherche de prospects, le setting et même les urgences spontanées comme prendre un billet d'avion, un billet de train, réserver un resto, rechercher un prestataire ou répondre à ce mail stratégique. Tu gagnes des heures et surtout tu gagnes en sérénité. Et crois-moi, après avoir testé, tu ne reviendras jamais en arrière. En plus, tu as 30% de réduction sur ton premier mois avec le lien qui se trouve en description. Donc, tu n'as pas grand-chose à perdre, mais tout à gagner. Le lien est en description. Merci TheAssistant.com de soutenir la Chapelle Radio et bonne écoute à tous. C'est vrai qu'on va peut-être redire, il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas With The New, qui ne connaissent pas encore With The New. Peut-être justement rappeler quand même ce que vous faites. Ouais, parce qu'il y a beaucoup... Et non seulement ce qu'on... Et il y a une différence entre ce qu'on faisait et ce qu'on fait maintenant. Donc c'est un peu, je pense que c'est important de le rappeler, ou c'est important d'en parler parce qu'en vrai, c'est un peu la première fois qu'on reparle depuis l'acquisition de la boîte et depuis même les derniers mois et tout ce qui s'est passé sur le marché des sneakers. Et c'est important de le rappeler parce que ça a changé un petit peu en fait ça a changé un petit peu dans les derniers mois. Donc on était acteur du marché secondaire. Ça veut dire que toute paire de baskets ou produits streetwear qui était à la mode, demandé et où la demande dépassait l'offre, il était généralement en rupture de stock quasiment instantanée sur tous les sites classiques et dans les boutiques et tu pouvais derrière aller l'acheter sur With The New parce que nous on travaille avec des vendeurs particuliers professionnels qui faisaient l'acquisition de ces produits là dès leur sortie, des revendeurs et qui cherchaient derrière à les revendre et c'est comme ça qu'on avait toutes les paires qui étaient super limitées, que personne trouvait nulle part, c'était chez nous. Et tu avais donc du coup que du produit neuf ou tu pouvais aussi avoir de la seconde main? On avait que du produit neuf, alors ça s'appelle d'occasion entre guillemets parce que c'était de la seconde main au sens où on est le deuxième propriétaire, mais c'était des produits qui étaient des produits neufs jamais portés. Ok. Produits neufs jamais portés. À 100%. À 100%. On faisait pas encore de seconde main. C'est un space intéressant qu'on était en train de regarder, etc. Mais pour l'instant, on faisait que du produit neuf. Ok. Donc ça, c'est jusqu'à fin 2023, jusqu'au moment où tu reçois Mike. Jusqu'au moment où tu reçois Mike en janvier 2024, disons que tout va bien. Mais après, on avait vu des signes annonciateurs qui nous avaient fait comprendre que la hype autour des sneakers, et surtout autour des sneakers en édition limitée, elle allait probablement
changer. On n'avait pas, je pense pas qu'il y avait grand monde qui pouvait prévoir exactement à quel point ça allait descendre, mais en tout cas que ça allait changer. Pourquoi ? Les marques, elles multipliaient les silhouettes et les coloris. Donc, il y avait de la même chose, en fait, de la même Dunk ou de la même Jordan 1, tu avais un nombre de coloris et de variations qui était énorme, qui continuait à sell out à chaque fois que ça sortait, mais on voyait que ça pouvait commencer, qu'il y avait des signes, il y avait des signes qui pouvaient nous permettre de capter que ça commençait à changer. Notre job à ce moment-là, c'est de se dire, OK, il y a probablement moins de produits qui vont être sold out instantanément. Donc, notre job, c'est d'aller se positionner sur les produits qui vont être à la mode et demandés, qui vont peut-être être moins sold out, qui vont continuer à être dispo, pas forcément chez tous les concurrents, chez tous les retailers, mais en tout cas, nous, de les avoir et de les avoir au meilleur prix. Et on a commencé ça véritablement fin 2023, début 2024. Okay. Sauf qu'une boîte qui a genre 100 personnes à ce moment-là, qui a fait beaucoup de volume sur les produits limités, ça prend un petit peu de temps de pivoter quasiment complètement, quoi. Et à ce moment-là, en fait, vous pivotez parce que vous sentez déjà que l'activité elle est en baisse. Et attends, vous n'avez pas aussi un énorme concurrent qui a mis la clé sous la porte l'année dernière ou quoi C'est le moment. Donc, ouais, en effet. Mais on a un concurrent, donc c'est notre concurrent français qui s'appelait KikiKix, qui part en liquidation judiciaire à l'automne 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et on se positionne pour le racheter, mais on le rachète en liquidation judiciaire. Ça veut dire pas de continuation de l'activité, etc. On a récupéré les réseaux sociaux, le nom de domaine, la communauté, etc. Mais pas grand-chose. En réalité, pas grand-chose de plus. Même le stock a été vendu séparément. Okay. Donc ça, on le récupère. Et on comprend ce qui s'est passé avec KikiKix. Et on comprend aussi que même si on fait des super mois à la fin 2023, probablement qu'il va se passer quelque chose sur le marché qui va faire en sorte que ça va commencer à descendre. Ça restera pas aussi bien que novembre et décembre 2023. Ad vitam aeternam et même à court terme. Donc ça veut dire qu'en fait vous l'aviez vu, vous l'avez du coup anticipé, vous avez essayé de pivoter entre temps, mais en fait on va spoiler, du coup pas assez vite. Ouais, exactement. Plusieurs choses. D'abord on a commencé à pivoter et ça met un petit peu, en réalité ça met un petit peu de temps parce que il y a beaucoup de choses qui changent. On part de toute la journée en fait, on parle à des revendeurs particuliers professionnels qui sont des gens qui n'ont pas de relation avec les marques, qui n'achètent pas nécessairement les produits en gros, ou alors qui les achètent en gros, mais c'est des produits extrêmement limités. On parle vraiment de scarcity, quoi, de produits qui sont difficilement trouvables, à une mission qui doit changer et qui doit être, OK, comment on est super pertinent sur des produits qui sont plus facilement trouvables. Donc là, d'un seul coup, on est en concurrence avec... sur la Air Force normale, par exemple. Exactement. D'un seul coup, tu es en concurrence avec du Courir, avec du Nike directement, avec le Foot Locker avec la boutique Foot Locker d'à côté, etc. Tu vois, donc c'est assez différent. On a bossé très dur avec l'équipe, avec toute l'équipe pour essayer de pivoter sur ça. Et en fait, on s'est pris coup sur coup pas mal de choses. Le marché a chuté beaucoup plus vite qu'on l'attendait. En gros, probablement que les mois de novembre et décembre 2023, c'était un peu les derniers souffles avec beaucoup de demandes parce que c'est Noël. Et parce que Noël, ouais. Du coup, ça vous a un peu peut-être faussé le truc, en fait. Probablement, et on était très très contents des résultats de décembre. Donc, on savait qu'on devait pivoter à un moment, mais on pensait avoir un petit peu plus de temps que ce qu'on avait réellement pour le faire. Ouais, je vois. Ça, c'est la première partie. C'est la partie économique, business. Et la partie financière, où en gros, pour s'acheter du temps, on devait s'acheter du temps. On devait avoir le temps de véritablement pivoter et de passer à une boîte rentable qui perdait plus d'argent. Et on essayé par un petit peu tous les moyens de le faire, mais surtout, il fallait qu'on lève de l'argent pour s'acheter du temps, pour avoir le temps de faire les changements nécessaires, quoi, et structurels à la boîte pour pouvoir avancer dans cette direction. Et sur ça, malheureusement, ouais, on n'a pas réussi à lever des fonds. On n'a pas réussi à lever des fonds suffisamment rapidement pour éviter le point bas qu'on a eu et qui est arrivé au début de l'été. Parce que du coup, l'argent de la série B, du coup, il était déjà burné, quoi, en fait. Ouais, parce que tu continues sur un peu la lancée de 2022 qui était full croissance. Donc full, tu dépenses, tu fais de l'acquisition à fond. Tu fermes pas mal de vannes où tu essayes d'être bien meilleur sur pas mal de trucs, que ce soit l'acquisition où on faisait des super chiffres, que ce soit le transport où on essayait de négocier avec des nouveaux transporteurs, etc. Mais tu as quand même une équipe et le poids de la masse salariale qui est... 100 personnes, ça doit être énorme. Ouais. Voilà, qui est extrêmement élevé, où tu as seniorisé, tu as pris des gens qui sont super et qui ont contribué énormément à la croissance de la boîte et sans qui aujourd'hui on serait pas là, parce qu'aujourd'hui on est
je spoil un petit peu, mais maintenant on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Ok, oui, donc il y a quand même beaucoup de monde qui est un peu resté sur le carreau. Exactement, mais tu fonctionnerais pas à 20 personnes sans tous les outils, tous les process et toutes les choses qui ont été construites par les 100 personnes derrière. Donc voilà, malheureusement, ils font plus partie de l'aventure là tout de suite. Et ça, concrètement, en fait, comment, c'est quoi le point de bascule où à un moment donné, bon, on voit qu'il y a des difficultés, tu peux voir le chiffre d'affaires baisse, que la rentabilité peut-être qui était pas encore là. Du coup, bah en fait, on n'y est pas du tout. Même limite, ça me nuit. À quel moment on recule et on peut plus reculer parce qu'il y a un mur? Comment ça fonctionne ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas une limite. À un moment donné, il n'y a pas une lumière qui clignote et qui dit c'est bon les gars, stop, on arrête. Ouais. Ce mot-là qui fait pas plaisir, cessation de paiement. Non, bien sûr. Quoi, tu vois. Bah, c'est des conversations assez difficiles, hein, honnêtement. Ouais. Je sais pas si je rentrerai, tu vois, dans les détails à 100%, parce qu'en vrai, c'est des moments qui sont très intéressants à vivre, mais aussi très spécifiques. Très spécifiques. Parce que je l'ai vécu aussi. Bien sûr. Et moi, d'ailleurs, sûrement que je l'ai même fait trop tard, ça, en fait. Parce que justement, moi, je pensais que s'il y avait Game Over, en fait, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui te disait désolé. On vient de regarder la VAR et il y avait hors-jeu quoi. Ah, bien sûr. Sauf que. Et en fait non, à un moment donné c'est à toi de dire, à toi de demander la VAR en fait quoi. Exactement. Et on avait un CFO super qui avait déjà vécu ces choses-là dans des autres sociétés ou quasiment ces choses-là dans les autres sociétés, qui nous a prévenu un petit peu avant. On a pris le truc très au sérieux, on a regardé une première fois. On pensait encore pouvoir lever des fonds à ce moment-là. Et dès que ça s'est En fait, dès que la levée de fonds, ça c'est le truc sur lequel, alors on n'a pas beaucoup de, je prends pas une tonne de crédit ou de mérite, je me dis pas ok c'était un bon moment, c'est un truc globalement, ça pue quoi, c'était pas des bons, c'était pas un bon moment. Je pense qu'il y a 1 million d'entrepreneurs qui vont nous écouter, enfin 1 million peut-être pas, mais beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous écouter et qui savent ce que c'est à un moment donné où tu dis, bah, de toute façon en fait tu n'as pas le choix, il faut trouver de la liquidité et en effet oui lever des fonds, la banque. Toi-même, fonds propres, enfin il y a plein de choses comme ça à faire. Voilà. Et le moment où on a compris qu'on n'allait pas pouvoir lever de fonds comme on le souhaitait, c'est le moment où on a appuyé, c'est le moment où on a commencé à faire les démarches nécessaires pour, entre guillemets, demander de l'aide, hein, parce que c'est ça, un placement en redressement judiciaire, c'est tu te dis, ok, je suis protégé par le tribunal sur les dettes sur les dettes exigibles, alors je vais mâcher des termes, hein, forcément, je les connais mieux maintenant que l'année dernière, mais je vais mâcher des termes probablement, mais en gros, c'est le moment où tu n'es plus capable d'assurer toi-même, et du coup, tu lèves la main et tu demandes. Tu le fais toujours trop tard, je pense, la première fois, parce qu'on t'apprend pas à le faire. Normal, et puis tu vois, quand tu écoutes et je pense qu'on est tous un peu coupables de ça, quand on crée du content autour de l'entrepreneuriat ou quand on en regarde, on adore regarder des success stories. Et je pense que, et probablement que tu le fais bien, tu vois, d'interviewer, et je suis super content d'être là, et c'est probablement aussi en partie pour ça que je suis là, donc c'est cool, tu vois, c'est parce qu'on peut parler d'autres choses que juste des énormes success stories et des gens qui font de 0 à 350 millions et qui ont une tonne de monde et tout va bien, etc. Mais comme en tant que consommateur ou en tant que créateur de contenu, je pense on a tendance à plutôt regarder ça, parce que c'est aspirationnel, c'est normal. On regarde pas les mecs qui ont galéré à un moment, on regarde un peu moins les mecs qui ont galéré à un moment et qui ont demandé de l'aide. Et donc forcément, on est moins formé, parce que je pense que c'est le cas pour toi aussi. Hein. Ah mais quand je l'ai vécu, moi de toute façon j'avais... Alors en plus moi c'est une autre époque, hein, c'est 2019. Donc tu vois, moi en 2019 je suis pas encore un gros consommateur de YouTube, de podcast ou quoi. C'est vrai. Tu vois, Matt Stéphanie, etc. En 2019, il a déjà bien commencé, mais tu vois, il fait partie des seuls. Enfin, les podcasts en 2019, c'est pas encore méga mainstream, quoi, tu vois. Ah, on était avec Mike, il a dû peut-être te raconter ça. On était des YouTube Kids, nous. On regardait podcasts, YouTube et tout, mais même pas forcément en français. Hein. Ouais. Moi, j'ai appris l'entrepreneuriat et ça n'existe plus maintenant ou ça n'existe plus de la même forme. J'ai appris l'entrepreneuriat avec Coup d'État, moi. Ouais. J'écoutais les trucs de Coup d'État de Family, quoi. Donc, et sinon, je regardais les vidéos de Gary Vee, on regardait les vidéos de Casey Neistat pour la création de contenu, les vlogs et tout ça, tu vois. Donc, non, mais en effet, quand tu regardes du YouTube, t'apprends pas ce que c'est que le redressement judiciaire. Il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus, et quand ça t'arrive, j'avoue que du coup, c'est pas un moment agréable. Mais du coup, pour qu'on sans rentrer dans le détail, là, du coup, c'est une période qui, pour vous, là, va durer quelques mois. Et en fait, c'est une période où il y a quand même beaucoup de choses administratives à faire. Et en fait, le but du jeu, c'est le boss de fin, c'est trouver un repreneur. Qui du coup en fait se dit, lève la main, fait une proposition et dit ok, la boîte est dans cette situation là et moi je fais une proposition pour reprendre tels actifs avec
telle condition. Par exemple, ça peut être je vais reprendre, je voudrais avoir tels actifs. Par exemple, dans votre cas, les actifs, c'est le stock, Exactement. la base de données, la marque, les noms de réseaux domaine, sociaux, etc. le site internet. Enfin, voilà, tous ces actifs qui sont soit matériels, on dit matériaux, matériels Matériel, ouais. ou immatériels. Ouais, exactement. C'est ça. Tout C'est simplement. matériel et matériel, ouais. Pour l'instant, ça va. Et du coup, aussi, pareil, sur la partie humaine, qui dit je vais garder X salariés. Et là, c'est un tribunal qui choisit, qui reçoit pas mal d'offres, je crois, c'est ça? Ouais, exactement. Tu peux, pareil, Tribunal leur de commerce. expliquer, mais... Tribunal de commerce de Paris, donc tu rentres en redressement judiciaire, on te nomme un mandataire judiciaire qui est lui du côté des créanciers, on nomme un administrateur judiciaire qui est lui du côté de l'entreprise. La boîte, elle est copilotée par nous et par l'administrateur judiciaire au sens où dès qu'on doit payer quelque chose, dès qu'on doit faire une décision C'est qui lui le nous chef. offre de l'argent, c'est lui qui donne donner son go. Donc et- Psychologiquement, comment on se sent là pendant ces mois-là? Forcément, ça ne va pas être hyper agréable, mais est-ce que quand même vous arrivez à bien le vivre à deux? Est-ce que vous le vivez pareil? Vous êtes comment à ce moment-là? c'est, je pense, de loin le moment le plus difficile qu'on a vécu en tant qu'entrepreneur. Forcément. Voilà, forcément. Je l'ai bien... bien, c'est un très très grand mot. Je suis resté afloat, je suis resté au-dessus de l'eau jusqu'à quelques jours après le placement en redressement judiciaire. Ouais. Donc on a eu une petite période avant pendant laquelle on se préparait à rentrer on se préparait à ce moment-là, quoi. Prépare la guerre, quoi. Exactement, qui était un moment où je pense qui est très très qui est fondateur, quoi, et pas fondateur en mode founder, quoi, qui est un moment fondateur de ce qui va être l'après. Ensuite tu as le placement qui est un petit peu un soulagement au sens où ça y est, en fait t'es protégé et maintenant les options elles sont... J'aime bien ce mot-là. Moi, pareil, je me rappelle que c'était un moment très dur. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment le moment vraiment pas agréable du tout. Et finalement, quand après, du coup, tu passes dans cette étape, ça reste pas le meilleur moment de ta life. Mais il y a aussi un côté soulagement parce qu'en fait, et c'est là qu'on voit qu'en fait, aujourd'hui, le poids qu'on a, c'est le poids de la responsabilité. Et en fait, c'est vrai que pendant ce petit laps de temps, tu n'es plus responsable. Et c'est vrai que du coup, il y a un petit côté soulagement. Quand je dis responsable, 100% responsable, c'est-à-dire qu'on t'enlève. Alors, si on reprend les métaphores, donc si tu avais plein de trucs sur ton dos, on te retire pas tout, mais on t'en retire une partie quand même. Exactement. C'était pas... Alors, moi, je l'ai pas senti comme on me relève de ma responsabilité. Mais en effet, on t'enlève un petit peu de poids. C'est... Ok, en fait, maintenant... t'es dans un circuit, enfin t'as l'impression d'être dans un circuit qui est là pour t'aider. Ouais. Et si on avance de quelques semaines, quelques mois, c'est pas aussi rose que ça. Ça l'est pas du tout. Ouais, ce que j'allais te dire, t'aider, oui et non. En fait, c'est juste que t'es dans un cadre à partir de ce moment-là. Exactement. C'est ça que tu voulais dire, je pense. Exactement. Ouais. C'est qu'à un moment donné, en fait, t'es plus là c'est ça. Dans le désert sans map. T'as des dates, là, en fait. maintenant, t'as un cadre. Tu T'as sais où tu dois exactement aller. ça. Tu sais où tu dois aller, t'as des interlocuteurs, t'as des dates. Tu sais qu'il y a une date limite de dépôt des offres. Donc, en fait, ça reste pénible, mais tu sais où aller, quoi. Exactement. Tu vas parler à des potentiels repreneurs entre cette date et cette date. Ensuite, après cette date, tu auras un nombre fini de repreneurs potentiels avec qui tu vas parler. Tu vas continuer à échanger avec eux. Il y a la deuxième date, c'est le moment où ils déposent leur offre finale. Ça, c'est vraiment c'est une des dates les plus importantes. Et ensuite, tu as l'audience de session où les différents candidats, ils présentent, ou les différents candidats qui avaient fermé la porte derrière eux après la première date, qui présentent leur offre devant le tribunal. Et vous êtes là ou pas? Ouais, on est là. On est au moment de l'audience, tu dis? Ouais, en fait, moi je sais pas du tout comment ça marche parce que moi je suis pas passé par cette case. D'accord. Moi j'étais directement, alors j'allais dire à la case prison, non, j'étais directement à t'as plus de sous, on ferme le jeu et ciao quoi. Liquide, ouais, c'était ok. Liquidation judiciaire. Non, redressement, t'es encore en lice. T'es encore en lice, ouais, t'es pas mort quoi. Donc, Ouais. Nous, c'est le moment où, alors c'est pas du tout le seul moment, mais c'est un des moments où on s'est retroussé les manches pour de vrai et où on s'est dit ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est quoi les décisions qu'on prend pour faire en sorte que la boîte elle soit positionnée de la meilleure façon possible pour être reprise par les meilleures personnes possibles et derrière et rester dans les meilleures conditions possibles. Et si on peut rester dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Exactement. Et donc là pareil, comment ça se passe? Est-ce que vous pesez dans la décision ou non, c'est le tribunal qui prend 100% de la décision?
Le tribunal demande un avis au fondateur, Il vous au consulte. dirigeant. Ok. Ça, parce que fondateur, enfin, le tribunal considère dirigeant, quoi. C'est pas Ouais. fondateurs peuvent ne plus être là, mais le tribunal demande un avis au dirigeant. Il demande un avis au dirigeant, il demande un avis au CSE, il demande un avis à l'administrateur judiciaire, il demande un avis au mandataire. Ok. Et ensuite, il prend sa décision en fonction. Alright. Et du coup, comment ça se passe? Donc, ils sont là, tous les candidats, on va dire, à la reprise, ils se voient entre eux ou non? Ils entrent les uns après les autres. Ils entrent les uns après les autres. Je suppose qu'ils se voient dans le couloir, du coup. Voilà, exactement. Voilà, le couloir du tribunal de commerce de Paris, c'est un endroit. C'est confidentiel ou tu peux dire qui y avait sur le dos? Je préfère pas le dire. Ouais, on va peut-être pas. Ouais, peut-être que mais il y avait, il me semble, 4 sociétés qui ont été vraiment jusqu'à l'audience. C'est ce que je présentais les sociétés, mais je sais pas si on peut le dire en fait. Donc dans ouais, le but, non, on les en dit effet, pas. c'est ça. Moi, je veux juste pas forcément parler, mais elles sont trouvables. Enfin, c'est trouvable sur le site du tribunal de commerce, etc. Mais en gros, il y avait plusieurs sociétés qui ont essayé, qui ont les acteurs de la acteurs de la sneakers. Il y en avait il y en avait un. Un généraliste de la pompe, il y en avait un. Il y en avait un qui s'est retiré un peu vite, donc qui n'a pas été jusqu'à l'audience. Et il y avait un groupe qui avait pas vraiment de rapport. Attends, que je te dise pas de bêtises. Et bon, bref, je pense que le plus important, c'est le repreneur, et c'est là pour le coup, on est content d'être avec eux, quoi. Oui, parce que moi en plus j'avais discuté du coup avec Mickaël qui du coup m'avait dit quand même qu'il était quand même assez content de l'issue et que vous de toute façon vous étiez plutôt pour cette reprise là. Ouais, si on parle de We The New, parce que c'est vraiment, je pense que c'est le plus important, c'est qu'on réussisse à sortir de cette étape-là et qu'on s'en sorte dans un bon état et en continuant We The New avec la vision qu'on avait. C'est, je pense, le truc le plus important. Clair. On a réussi à cocher cette case-là. Et ça, on a du mérite, mais l'équipe qui est restée avec nous en a beaucoup. Les gens qui ont consenti à nous aider, à nous donner du temps pendant ce moment-là pour nous expliquer les différentes étapes. Les gens avec qui on a eu des échanges aussi mais qui n'ont pas fini par aller au bout, etc. Tout ça, en fait, tu réapprends comme... C'est un peu un métier différent. C'est pas si à l'opposé que ça de lever des fonds, par exemple, parce que tu dois quand même convaincre des gens de se chauffer pour aller reprendre une boîte qui... Enfin, c'est du restructuring, quoi. C'est une boîte qui est pas dans un état incroyable. Mais tu dois le faire avec... tu le fais avec énormément de transparence et énormément d'humilité, quoi. T'arrives et la boîte elle va pas bien, quoi. Elle vaut encore quelque chose, bien évidemment, il y a tout ce que tu as construit, etc. Mais il faut le faire avec une humilité qui est très grande, et je pense que ça te sert non seulement à la reprise, mais ça te sert aussi en tant que founder et en tant que dirigeant, je pense, de prendre un bon coup derrière la tête, quoi, de dire ok, moi je l'ai pris comme un échec, juste voilà qu'on en parle, tu vois, parce que c'est un truc où il y a beaucoup de monde, et surtout tu vois, on essaye, et t'as beaucoup de gens autour de nous, etc., qui ont été notre support système à ce moment-là, donc ils sont très très positifs, tu vois. C'est ok, on a donné la meilleure suite possible, etc. Et je pense aujourd'hui que on a pris beaucoup de plomb dans la tête dans le bon sens. On a pris beaucoup de leçons, on en est sorti avec une nouvelle maturité, avec une nouvelle vision, etc. Mais il faut le voir comme c'est, quoi. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un petit moment, tu vois, quelques semaines où j'étais là en mode ok, genre c'est pas bien là, c'est pas bien. Et du coup, moi une phrase que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que en fait, du coup, j'ai tellement détesté ce moment que je ne veux plus jamais de ma vie le revivre. Et du coup, c'est là où tu reprends ton expression à toi. Ça m'a mis du plomb dans la tête. Mais c'est en fait déjà accepter aussi sa propre responsabilité, hein. Donc quand il y a un échec, ça sert à rien de dire c'est la conjoncture, c'est le truc. À un moment donné, on aurait forcément pu faire mieux ou pu faire bien, tout simplement. 100%. Et en fait, à un moment donné, quand on se crache, voilà, on se plaint pas, on prend le truc, mais par contre, c'est tellement relou, tellement chiant à vivre. Et puis c'est pas anodin, tu vois. Enfin, vous, dans votre cas, comme il y a une reprise et comme il y a une seconde vie, c'est pas le cas, tu vois. Moi, quand j'ai liquidé en 2019, j'avais une dette perso parce que j'avais des prêts en caution solidaire. J'ai fini de rembourser en décembre 2024. Donc là, il y a 2 mois. Il y a 2 mois, bravo. Tu vois, donc en fait, en vrai, et ça veut dire que ça m'a mis... Alors, c'était pas... la liquidation, c'était juste... Non, c'était 2019. Donc tu vois, ça m'a mis 5 ans à tout rembourser tous les mois de mes propres deniers, de l'argent qui est bien passé par la case
TVA, URSSAF, Bien sûr. impôt sur le revenu, enfin Ouais. tout le IS d'abord et impôt sur le revenu. Donc c'est du fric qui vaut cher. Et quoi. ensuite, tu dois le rembourser. Et encore. ensuite tu dois le payer. Bien Quoi. Et toi, ça c'est quand même Ouais. compté dans ton impôt sur le revenu. Bon, bref. 100%. Et pour être juste super clair sur ça, parce que Ouais. je sais qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui font partie un peu qui font partie des gens qui ont été qui ont passé des moments pas cool avec nous l'été dernier. Notre job dans ça, parce qu'en effet on n'a pas été jusqu'à la liquidation, donc on est encore debout, et donc c'est les actifs qui ont été repris et pas les dettes, et on n'avait pas de dette en perso qu'on avait prise Mickaël et moi, heureusement, mais on avait quand même une dette envers les vendeurs, qui a du coup pas été envers les vendeurs de sneakers, quoi, Ouais. qui a pas été reprise parce que c'est une dette, Parce que donc c'est la loi. c'est exactement parce que c'est la loi, mais qu'on essaye via tu vois, ce qu'on appelle un plan de relution pour les vendeurs, tu vois, de faire en sorte que si les vendeurs travaillent à nouveau avec nous, ils puissent se refaire entre guillemets au fur et à mesure du business qu'ils referont avec nous pendant les prochains mois, prochaines années. Donc, et c'est un des trucs les plus importants pour nous, quoi. Et donc du coup, mais là, on arrive en fait dans votre cas, parce que c'était quand même votre première et très grosse expérience entrepreneuriale, et quand même pas des moindres. Là, vous arrivez du coup dans une deuxième partie de l'aventure, parce que c'est vrai que je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, on a le choix, et est-ce qu'à un moment donné, ça te traverse la tête de dire, franchement, perdu pour perdu, vas-y, qu'ils reprennent la boîte, et moi, je me casse et j'arrête, je fais autre chose. Parce que moi, ça sera plus mon With the New à moi, ça sera plus mon aventure. Mon aventure, pour moi, elle se end à ce moment-là, et je pars sur autre chose. Enfin, est-ce que ça, à un moment donné, ça traverse l'esprit ou pas du tout? Oui. Et je vais peut-être donner une réponse qui serait différente que celle que Mike donnerait. Ouais. Je pense que l'été, à cogiter et à gamberger sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, ça m'a fait me rendre compte que j'étais probablement assez fort, ou en tout cas plus fort, pour build que pour run. Ouais. Donc, tu vois, je pense qu'une grosse partie de la valeur que j'ai apportée à la boîte, entre 2017, le moment où on a vraiment écrit pour la première fois, ok, on va faire ça, et 2021-2022, qui est le moment où on a, je pense, pic en termes de nombre de salariés, en termes de taille de la boîte, c'est probablement le moment où j'ai eu le plus d'impact, et le plus d'impact positif, tu vois. Ouais. Et après, en toute transparence, parce que tu vois, c'est le genre de chemin que tu fais, c'est le genre de chemin rétrospectif que tu fais quand ça va pas, et tu Forcément. prends des mois ou des semaines à le faire. Bah, probablement qu'entre 2022 et 2024, et c'est un truc qui serait vraiment, les gens de mon équipe les gens de l'équipe, ils seraient d'accord pour le dire, tu vois, j'ai eu moins d'impact positif et j'ai été moins décisif, j'ai été moins clutch pour la boîte entre 2022 et 2024 que je l'ai été entre 2017 et 2022, tu vois. Et donc forcément, tu vois, au moment où la boîte elle va être reprise, bah tu te poses la question, tu vois. Tu te poses la question et tu te dis, ok, bah si je suis vraiment un entrepreneur, si je suis vraiment un founder, est-ce qu'en fait j'ai envie d'aller refound quelque chose, ou donc à nouveau fonder quelque chose, donc quelque chose de différent? Parce qu'entre-temps aussi, un truc dont on parle pas forcément beaucoup, c'est que Mike et moi, quand on a créé la boîte, on avait 23 ans. Ouais. Donc moi, je sortais d'école, je savais pas ce que j'aimais à part le streetwear et les baskets. Et en gros, du coup, j'ai fait une boîte sur le streetwear et les baskets, tu vois. Mais entre 23 et 30, bah, tu fais d'autres trucs, tu vois. Certes, tu fais des sneakers, tu fais des vêtements et des baskets, beaucoup. On met toujours des vêtements trop larges, Exactement. on met toujours mais on a la trentaine. Ah, exactement. Et donc, tu fais des vêtements et des baskets, beaucoup, et tu dois continuer à être passionné, tu dois continuer à avoir le même edge, ou en tout cas avoir encore un edge, ça veut dire genre encore un avantage sur les autres gens parce que tu connais mieux ton marché. C'est là où tu apportes. Enfin, moi, en tout cas, c'était un des trucs où il fallait absolument que j'apporte de la valeur. C'était en sachant exactement ce que les clients ils voulaient, ce que les vendeurs ils attendaient d'une expérience de vente sur une marketplace, etc. Mais en même temps, bah, tu fais d'autres choses dans ta vie, quoi. Tu rencontres d'autres personnes, tu consommes du contenu différent, etc. Tu vois, donc forcément, à 30 ans, est-ce que tu as envie de fonder le même business que celui que tu fonderais à 23 ans? Bah, Je pense pas. pas forcément, tu Ouais. vois. Pas forcément. Et donc, forcément, la question, elle arrive de est-ce que je veux aller fonder ce business, tu vois, celui que j'ai envie de fonder à 30 ans, ou est-ce que j'ai envie de continuer l'aventure? Donc, déjà, première chose, je suis très content d'avoir eu ce choix-là, tu vois, que ce soit. C'est vrai que t'aurais pu ne pas l'avoir. Que ce soit avec le repreneur, que ce soit dans les discussions qu'on a eues avec Mickaël, etc. C'est un choix que j'ai eu le droit de faire. Tu vois, donc déjà, je suis reconnaissant pour ça, ce truc-là. Et je pense que c'est mon travail d'avant, mais c'est aussi la profondeur des discussions qu'on a pu avoir avec le repreneur, avec Mike, l'honnêteté qu'on a eue dans ces discussions-là, etc., qui font que j'ai eu une autre chance, tu vois, de le faire. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que
est-ce que je vais rester sur un échec? Est-ce que je vais rester sur un échec de pas être le gars qui sait run? Ou est-ce que je vais apprendre à run un business, tu vois, qui a en plus l'avantage d'avoir été construit par 130 personnes. Et tu le connais en plus. Et maintenant qu'on a 20, exactement. Et un business que tu connais. Et un business que je connais. Et en fait, tu reviens à une taille plus saine parce que c'est vrai que apprendre à runner avec une boîte qui fait 100 millions et 100 personnes, waouh, c'est. Exactement. C'est pas simple, quoi. Exactement. Et le challenge de run une boîte avec 20 personnes super motivées, parce que c'est des gens qui, c'est que des gens qui sont restés. Le process est très très compliqué. C'est sélectionné par l'administrateur judiciaire sur une base de catégories socio-professionnelles, etc. Donc c'est un truc, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, les 20 personnes qu'on a actuellement, c'est des personnes qui sont super motivées, qui croient dans la vision qu'on a, qu'on a construit ou qu'on est en train de construire avec Mike. Et j'aimais bien ce challenge-là. Et c'était même pas que je l'aimais bien, c'est que tu dois le comparer au challenge d'aller fonder un truc complètement différent. Et honnêtement, j'ai pas envie que la fin de We The New, la fin de moi avec We The New, ce soit sur la note sur laquelle on était jusqu'à maintenant. Certes, j'aurais pu partir en me disant ok, la boîte elle a réussi à être reprise, j'ai du mérite dans ça, je suis content, c'est bon, j'arrête. Ok. C'est pas ce que je veux. Donc là, on rentre dans un nouveau cycle, un peu dans la troisième partie dont on parlait un peu en intro du podcast. Là, du coup, vraiment, je suppose, vous avez quand même pu profiter de Noël, ou Noël, c'était un peu encore dans un entre-deux là? Profiter, tu veux dire commercialement? Ouais, commercialement, pardon. Non. Ouais, c'était encore. Non, c'était un peu dans un entre-deux encore. Non, parce qu'en gros, une fois que la boîte elle est reprise, t'as un nombre incalculable de trucs administratifs à faire avec le repreneur qui doit t'amener à avoir la nouvelle société et pouvoir opérer ton business normalement. Et ça, malheureusement, c'est tombé en plein Noël, ça. Ça prend un temps fou, c'est tombé en plein Noël. Et en plus, pour faire un Noël correct, pour faire un Noël bien, il faut que tu aies du stock, quoi. Il faut que tu aies du stock, il faut que tu aies des produits, il faut que tu sois compétitif sur le pricing, il faut que tu aies des opérations commerciales, il faut que tu aies défini tout un tas de trucs qu'avant, on définissait, en effet, comme tu dis, tu vois, 6 mois avant. Donc, ok. Donc on n'a pas profité de Noël. Non, on n'a pas profité de Noël, du début d'année, du tout début d'année, tu vois, et trade, machin, Boxing Day, tous les trucs qui viennent tout de suite après Noël non plus. Solde, pas vraiment. Mais par contre, maintenant, vous recommencez là. On est en train de repartir, exactement. Et du coup, seulement si c'est des chiffres qui sont pas confidentiels, là, on repart du coup sur quelle taille de boîte en fait, et sur quel nouveau business model si ça change. Donc, je vais te parler plus du business model que de la taille, parce que la taille du business, en fait, on a compris que c'était 20 personnes, donc en fait, on sent que c'est quand même plus exactement. Petit, mais sur le business model, ce qui change, c'est que il y a beaucoup moins de produits limités, voire il y en a quasiment plus. Ok. Donc... Parce que c'est ça en fait, là, en fait, où c'était cool, mais en fait, il n'y a pas de business model à long terme là-dessus, en fait. Alors, nous, on pensait qu'il allait avoir un business model à long terme là-dessus, et la vérité, c'est qu'il y en a probablement un business model à long terme. C'est juste qu'il y a des cycles. C'est qu'il y a des moments où il y a des moments comme en 2015-2016, au moment où notre ami Cancel de Kanye West avait commencé à signer, avait signé avec Adidas et faisait les premiers produits. Comme c'est un des créatifs qui a eu le plus d'impact, que ce soit économique ou artistique, sur le marché de la sneakers, il y avait un moment en 2015-2016 où les gens achetaient pas de Nike. Avec la Ye, c'est ça? Avec la Yeezy. Où les gens achetaient pas de Nike, où toutes les Nike et les Jordan restaient sur les étagères de tous les shops, parce que les gens étaient intéressés par Adidas. Donc il y a des cycles du marché. Et là, on est à nouveau dans un cycle où les marques, elles ont tellement joué sur ce truc de drop et de limité que qu'elles ont overdose, elles ont fait overdose les consommateurs sur le truc. Donc il va falloir réattendre, en fait, ça va revenir. Exactement. Donc il y a plus, mais en attendant, nous on va pas attendre. Oui. Nous on va pas attendre. Donc le nouveau job de We The New, et c'est un job qu'on essaye de faire et qui va prendre du temps pour qu'on le fasse bien, c'est d'être les plus pertinents. Ça veut dire en termes de service, en termes de prix, en termes de disponibilité, sur les produits que les gens demandent. Qu'est-ce que c'est les produits que les gens demandent? Il y a plusieurs catégories, mais moi, je peux te le résumer en 2. J'aimerais bien te le résumer en 3 parce que j'aime bien les trucs en 3 parties. Mais vas-y, on va trouver un troisième, t'inquiète. Alors, on en trouvera un troisième. Mais tu as les produits mainstream, tu vois. Et quand je dis mainstream, c'est aujourd'hui, c'est les handballs spéciales, c'est les campus, c'est les Air Force One, etc. Tu vois, c'est les produits que tu vois les gens dans la rue, avec. Ouais. Et ensuite, tu as les produits plus niches, plus jeunes marques indépendantes, etc. Tu vois. Et en gros, moi, ce que j'aimerais faire de We The New et ce qu'on aimerait faire de We The New dans les prochains mois, c'est le reflet de la culture urbaine. C'est le reflet des kids, des 15-35 ans qui connaissent un peu qui
connaissent la culture, qui écoutent la musique, qui vont aux événements, qui regardent ce qui se passe, ce qu'ils portent et ce qu'ils veulent. Et il y a plusieurs types de produits, tu vois. T'as ta paire d'Air Force, ou t'en as même plusieurs. Tu vois, t'as ta paire d'Air Force, t'as ta paire d'Adidas, etc. Donc les produits mainstream, il faut qu'on soit super compétitif dessus, il faut qu'on soit super pertinent. T'as les produits que tu vas aller chiner un petit peu dans les marques indépendantes. Ça, il y a tellement de gens qui font un job incroyable en France et en Europe sur ce truc-là qu'il faut impérativement qu'on ait ces marques-là sur We The New et que tu puisses aller trouver l'ensemble parfait, le pants parfait et tout ça sur We The New. Donc pas que des pompes du coup. Exactement. Pas que des sneakers, tout l'ensemble. Voilà, exactement, c'est ça, tout l'ensemble parce que les gens portent pas seulement des... Et il y avait un moment, tu vois, quand on a lancé, le truc d'un outfit d'une tenue, c'était les sneakers. C'était genre, en gros, tu pouvais porter pas n'importe quoi, mais les gens, ils regardaient ta paire et t'avais toute une subculture, tout plein de mèmes sur, ok, en fait, genre, I make shoe, tu vois, I make shoe contact before I make eye contact. C'était le truc, tu vois, 2019-2020, quand tu lisais sur Internet les groupes de sneakerheads, c'était ça, c'était I make shoe contact before I make eye contact. Ça veut dire, je regarde ta paire avant de regarder tes yeux. C'est pas ce qui se passe maintenant, quoi. Les gens, ils regardent toute une tenue, tu vois, avec TikTok, etc. Ouais, clairement. Les gens, ils font des outfits of the day, les gens, ils font des get ready with me où ils te montrent toute la tenue parce que ça a été chopé vintage, machin, etc. Tu vois. Et toutes ces trends-là, c'est des trucs que on était très bien dans notre côté sneakers parce qu'on était en train de devenir la plus grosse plateforme, on était en mode croissance, etc. Mais maintenant que le business est plus petit, qu'on est plus flexible, qu'on est plus agile, qu'on est capable de pivoter plus rapidement, c'est le moment où on doit se dire, ok, voilà, qu'est-ce que les gens portent, qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce que les gens veulent, on va leur mettre devant parce qu'on est une plateforme, on est une marketplace, on peut mettre entre grandes guillemets ce qu'on veut du moment qu'on arrive à le sourcer. Et c'est ça notre job et ça doit être ça notre force pour les prochains mois, prochaines années. Et est-ce que du coup, votre vision, parce que en fait, ce que je comprends, c'est que en fait, With The New, vous avez commencé en étant une plateforme cool, donc assez nichée, assez pointue même. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, moi, je pense que je demande tu prends mes 15 meilleurs potes. Alors, je vais pas dire que mes potes ils sont pas cool, hein, mais tu vois, ils sont pas tous, ils s'habillent pas tous comme moi. Hein, Ouais. tu vois, il y en a encore qui mettent des chemises ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y en a plein, tu leur dis With The New, ils connaissent pas. Tu vois, c'est trop pointu pour. Mais ce qui est bizarre, hein, quand on sait que vous faisiez 100 millions et tout, donc et dizaines de milliers de commandes et tout. Mais ce que je comprends, c'est est-ce que votre vision maintenant, c'est de devenir le Spartoo de la sneakers, ou est-ce que c'est pas du tout un titre que tu acceptes? Non, C'est pas du tout la vision. Non, c'est pas exactement la vision. Ouais. Ce que j'aimerais qu'on devienne, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, et tu vois, le fait que je puisse pas encore te le dire de manière extrêmement simple, ça veut dire qu'on est encore en train de le construire. Encore tu en vois. construction. Ouais. Ça veut dire que c'est encore en construction. Et je préfère être complètement honnête sur ça, tu vois. Plutôt que d'essayer de trouver, tu vois, une périphrase pour te dire un truc simplement, je préfère te dire qu'on est toujours en train de chercher un petit peu exactement ce que ça va être la punchline qui va définir With The New. Tu te rappelles de Colette? Ah, bien sûr. Bah, il n'y a plus de Colette. Ah, je sais. Et il n'y en a pas en ligne. Ah, donc vous... Ouais, mais alors du coup, c'est un peu différent parce que Colette, c'était pas mainstream du coup. Exactement. Sauf que, aujourd'hui, les gens, ils portent des trucs ils portent une paire qu'ils iraient acheter chez Courir et un haut ou un sweat qu'ils iraient acheter chez Colette auparavant. Et on est capable, et tu vois, même si c'est une vision qu'on est en train de construire, et tu vois, tu le vois bien, tu vois, je balbutie un peu sur ces trucs-là, on est capable de construire cet acteur-là. Ok. Et cet acteur-là, bah, il te fait ta tenue. Il te fait ta paire d'Adidas qui est ultra mainstream et que tu as envie de porter, sur lesquels tu as mis, tu vois, des petits bijoux au niveau des lacets, par exemple, parce que tu veux la personnaliser, tu veux que ce soit à toi et que tu portes pas exactement la même paire que les gens. Mais le canvas, la base de la paire, c'est juste une paire d'Adidas mainstream, un petit peu demandée, mais que tu vas trouver sur We The New, que tu vas trouver, espérons-le, au meilleur prix. C'est ça qu'on est en train d'essayer de construire. Et en même temps, tu vas pouvoir aussi acheter le pants large de la marque indépendante que tu as checké il y a un mois sur Instagram, LS, etc. Ou ce que tu veux. Exactement. Vous allez aussi avoir toutes ces marques-là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, ça veut dire que par exemple, alors j'allais dire les gens, mais en fait plutôt même pour moi, pour comprendre, c'est-à-dire que vous voulez vous rapprocher de plutôt par exemple, un acteur américain qui serait... J'essaie depuis tout à l'heure d'en trouver un, mais j'ai plus le nom de marque, là, c'est pas Fab Lab ou Fartech. Farfetch, c'est luxe. Farfetch, c'est luxe. C'est Colette luxe. C'est luxe et que c'est très... Exactement, c'est Colette luxe, c'est très cher et c'est très plateforme. Okay. C'est pas très expérience de marque. Alors, Okay. comme c'est luxe, comme c'est luxe, ils veulent te donner une expérience de luxe, mais ça reste encore très très plateforme, tu vois. Les produits, ils
ils sont pas forcément, tu vois pas forcément les produits de la même façon parce qu'ils viennent de boutiques différentes. Donc, c'est un petit peu. Je saurais pas exactement. J'ai plus la finesse avec Farfetch. Je regarde plus Farfetch comme avant pour te dire exactement, tu des vois. fois, ça ressemble en presque quoi à un on veut scam. être différent. On se demande, heureusement que je connais la marque, parce que des fois, on dirait un peu ça. C'est ça. Et un truc qui est important chez We The New, ça a toujours été, et là, pour le coup, tu vois, ça fait partie. C'est un truc qu'on a onboardé d'avant et qu'on veut garder. C'est l'aspect, tu vois, sécurité, authenticité, etc. Tu vois. Ouais. On veut pas que tu débarques sur un truc qui ressemble à une plateforme et où tu dis, en fait, je vais l'acheter, mais ça va être envoyé de l'autre bout du monde et ça va arriver. Et en fait, We The New prend pas de responsabilité dans l'expérience que j'ai, tu vois. We The New a toujours eu de la responsabilité dans l'expérience que les gens avaient et je pense que c'est un truc qu'on va garder parce que c'est un monde, tu vois, où c'est un marché, le streetwear, les sneakers, etc., où il y a non seulement pas mal de contrefaçons, mais en plus, on vient d'un univers, Mike et moi, où en 2017, tu devais aller sur le Bon Coin et tu devais aller dans une rue sombre pour acheter une paire à 250 balles que tu payais en cash et que tu n'avais aucun moyen d'authentifier ou non, tu vois. Ouais. Et ça, cette expérience-là, c'était une expérience qui était ultra cloisonnante. Ça veut dire que c'était des passionnés qui parlaient aux passionnés. Parce que si tu n'étais pas passionné, bah, jamais tu avais le jus et les cojones d'aller acheter ta paire. Parce que globalement, tu n'allais pas t'en sortir. Soit pas t'en sortir, mais soit pas t'en sortir avec une paire vraie, avec une bonne expérience, tu vois. Ouais, puis t'allais pas prendre le risque, quoi. Exactement. Et ça c'est ça qu'on voulait pas à l'époque et ça qu'on veut toujours pas, tu vois. Que ce soit acheter de la jeune marque indépendante qui a un tout petit site qui est pas super bien fait, ou que ce soit acheter tu vois, la dernière paire d'Adidas ou la dernière paire de New Balance qui est cool, on veut que tu aies la bonne expérience pour le faire, tu vois. Ouais. Sinon, en fait, ouais, l'autre expérience qu'il y a, c'est comme tu dis, c'est le Bon Coin, Vinted, etc. Mais t'as toujours un peu le doute et en effet, l'expérience client, elle est pas non plus si incroyable, quoi. Exact. Et sur la partie branding, est-ce que du coup, vous vous êtes posé la question à un moment donné de changer de marque ou non, ça s'est jamais posé? Ça s'est pas posé. Ça veut pas dire qu'on va pas changer des choses dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ça veut pas dire que quand on va reprendre la parole de manière un petit peu plus, je dirais, un peu plus mainstream, tu vois, et un peu plus fort. Ça veut pas dire que quand on va recommencer à parler fort, on va pas dire des choses un petit peu différentes de ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Mais We The New, en fait, on n'a jamais été aussi proche de faire We The New. En gros, je pense que c'est une question que tu as dû poser à Mike, parce que c'est une question qu'on nous posait, ou peut-être pas. Je sais pas si tu as déjà demandé pourquoi We The New. Je crois qu'il me l'a dit, mais je me rappelle pas. Et tu vois, moi, tu sais qu'au début, moi, je trouvais qu'elle était dure à dire, la marque. Bien sûr. Parce qu'au début, en plus, tu sais pas trop comment la prononcer et tout. Exactement. Ouais, bon, on a des histoires de service client, What the News, etc. Ouais. Enfin, il y a toujours pas mal de monde qui sait pas le prononcer correctement. Mais We The New, ça veut dire on est les nouveaux. Ça veut dire qu'en gros, toute la nouvelle fashion, tu vois, et toute la nouvelle culture, ça vient de nous, tu vois. Et on va plus seulement être spectateur, on va aussi être acteur et on va réussir à, tu vois, sourcer, créer ces produits, les vendre, vous donner de l'expérience, etc. Et c'est le passage de Mike et moi de OK, on regardait les gens le faire et ensuite on l'a fait. Ouais. Et We The New, c'est pas seulement réservé aux sneakers en fait. C'est un truc, c'est un statement culturel et lifestyle qui est plus large que seulement des baskets. Et une des raisons, alors la conversation n'a pas eu lieu, mais je sais qu'entre Mike et moi, on sait qu'on n'a jamais été aussi proche de faire vraiment We The New, à savoir le statement culturel et lifestyle qu'on voulait en faire au tout début, parce qu'on avait une vision qui était plus large que les sneakers. Les sneakers, ça a bien marché et on savait très bien le faire parce qu'on vendait des sneakers depuis longtemps. Mais on n'a jamais été aussi proche de réaliser la vision qu'on avait pour We The New à l'origine que maintenant. Donc du coup, pas de changement de branding? La réponse courte, c'est non. Pas pour l'instant, en tout cas. Et du coup, comment ça se passe aussi la relation du coup avec vos nouveaux associés, grosso modo? Est-ce que vous êtes plutôt dans un cadre un peu de carte blanche ou est-ce que du coup, ils vous apportent des nouvelles skills que vous n'aviez pas? C'est pareil, encore une fois, sans rentrer dans le détail de l'intimité, etc. et tout. Hein, mais non, bien sûr. Ça doit, encore une fois, j'ai l'impression que vous le prenez plutôt positivement, là, du coup, ce nouveau... Bien sûr. Nouveau souffle qui vous arrive. Non, c'est franchement, déjà, on est super reconnaissant de la collaboration qu'on a avec eux et des échanges qu'on a depuis le début, parce que on vient de loin, quoi. Entre un premier échange et une boîte qui est reprise à la barre du tribunal, etc., il y a quand même une grosse relation de confiance qui doit s'instaurer, hein, parce que même s'ils ne reprennent pas les dettes, ils reprennent comme des actifs de la boîte, et donc ils doivent les estimer, ils doivent faire une offre pour, etc. Donc il y a quand même un gros process d'établissement de relations de confiance qui doit se faire. Donc je pense que ça, on l'a fait au maximum, on l'a fait le mieux qu'on pouvait faire, et je pense qu'on l'a pas trop mal fait. Et ensuite, au day-to-day,
cette relation de confiance, elle continue, quoi. Donc, on a encore beaucoup de responsabilités, on a encore beaucoup de choix dans les décisions, on a encore beaucoup de choix et de poids dans les décisions qu'on prend tous les jours. Et il nous apporte en plus, franchement, pas mal de choses, notamment sur la capacité. Tu vois, des boîtes qui reprennent des boîtes en restructuring. En fait, je dirais que ça t'enseigne. Ou en tout cas, nous, ça nous a enseigné parce on a fait les levées de fonds et on a fait les moments où tu vas chercher de la croissance, du volume, etc. Ça t'enseigne de manière beaucoup plus solide et ferme que faire une boîte rentable, ça se fait comme ça, en contrôlant beaucoup ce que tu dépenses, en regardant chaque euro dépensé, en regardant toutes les relations que tu peux avoir avec tes prestataires, en essayant, entre grandes guillemets, alors je dis négocier, mais en essayant d'optimiser le plus possible. Et ça, c'est des trucs qu'on avait peut-être pas autant en tête, parce que c'est des choses sur lesquelles tu passes, je pense, moins de temps quand tu es en mode full, tu vois, full pied sur l'accélérateur, etc. Du coup, pour cette année-là 2025, on a bien compris un peu tous les enjeux, le nouveau with the new, le new with the new. Mais pareil, se rendre un peu plus dans le détail. Toi, par exemple, sans parler de Mike, toi, sur quoi tu dois forcément travailler? Comment vous êtes un peu séparés les rôles? Et toi, c'est sur quoi là c'est quoi ton plus gros chantier là de Q1, Q2 2025 là? Ouais. Mon plus gros chantier... Et finalement, tu vois, je pourrais te dire ce qu'on a de différent avec Mike, mais la vérité, c'est que le focus, il est tellement important sur l'offre, produit, la sélection, la pertinence et la compétitivité qu'on le fait tous les deux. D'où co-CEO aussi, vous avez toujours fait un peu la même chose en fait. Exactement. Alors, on a fait des choses quand même très très différentes. Un mec, il est beaucoup plus doué sur les chiffres que moi. J'espère que je suis un peu plus doué sur la brand que lui. Mais tu vois, tout ce qui est branding autour de We The New, l'identité, etc., c'est plutôt moi qui l'ai fait, et tout ce qu'il faisait et qu'il fait encore. Et Mike, tout ce qui est, tu vois, comment on a piloté la boîte jusqu'à maintenant, la relation avec les investisseurs, la relation avec les repreneurs, etc., c'est plutôt lui qui gère. Ouais. Il gère plein d'autres trucs, mais notamment il gère ça, que ça, je ne saurais pas gérer du tout aussi bien que lui. Mais cette année, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, impérativement, il faut qu'on arrive à reprendre la parole en tant que We The New, en tant que marque, en tant que plateforme. Donc ça, c'est un premier gros job qu'on fait avec Mathilde, ma responsable en brand. Et ça, c'est un des premiers gros focus pour nous. Mais le plus important, tu vois, si je devais te donner une réponse un petit peu courte, comme tu m'as dit qu'on devait bientôt, c'est... Non, t'inquiète, tu peux prendre le temps. Ok, ça marche. Ouais, non, il y a cet impératif brand, il est super important, tu vois. C'est de se dire, ok, on a arrêté de parler l'été dernier. Maintenant, comment on reprend la parole? Parce que les gens, ils t'attendent pas, tu vois. Alors, entre-temps, on a raté 15 000 trends TikTok. Entre-temps, on a raté 15 000 marques qui sont passées. Entre-temps, on a raté 10 000 produits qui sont sortis, etc. Parce que vous aviez vos propres studios, ça que vous, la création de contenu, je sais pas combien de vidéos vous créez. Donc, on faisait ça, tu vois. C'est dur à dire. Chaque jour, mais c'était énorme. Exactement. Donc, on faisait ça à 100%, tu vois. Et du jour au lendemain, entre guillemets, tu parles plus, tu vois. Tu dis plus grand-chose. Tu vois. On a continué à poster sur Instagram, on a arrêté de poster sur TikTok, on a arrêté de poster sur Twitter, etc. Tu vois, il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées. Ouais. Donc, un peu le premier focus, mais c'est plutôt le premier chronologique plutôt que le premier, entre guillemets, le plus important. Mais le premier chronologique, c'est OK, comment je parle à nouveau à mon audience, tu vois? Et est-ce que j'ai encore une audience, tu vois? Est-ce que j'ai une audience ou est-ce que j'ai une communauté? Forcément, tu perds des gens, non? Exactement. On a perdu des gens, on n'a pas perdu tant que ce que je pensais. Parce que vous, c'est énorme, vous avez genre 1 million sur Instagram. On a 1 million sur Instagram. Ouais, on a un petit peu moins d'1 million maintenant, tu vois. Ouais. On a plutôt 900 000 personnes, personnes maintenant, tu vois. Mais donc, il y a ce truc-là. Et ensuite, il y a qu'est-ce que je leur dis? Et qu'est-ce que je leur dis? C'est ce dont on vient de parler sur la vision et sur la vision et ce qu'on est en train de construire. Et derrière, parce qu'il y a la vision et ce qu'on en dit, mais derrière, il y a la réalité, tu vois. Quand les gens ils vont sur We The New, quels produits ils trouvent, à quel prix ils les trouvent, quel est le niveau de disponibilité de ces produits-là, c'est quoi les marques, c'est quoi l'expérience, etc. Tu vois. Et c'est ça véritablement que je suis en train de construire, mais qu'en vrai, on est en train de construire avec Mike, tu vois, avec des niveaux de responsabilité sur des choses différentes, tu vois. Mike, c'est plutôt sur la partie business, donc sur la partie acquise, e-commerce, etc. Il gère la partie sourcing avec nos gros fournisseurs aussi. Moi, je vais gérer plutôt la partie petite marque, jeune marque, etc. Tu vois, la vision un peu Colette, c'est plutôt moi qui m'en occupe avec d'autres personnes de notre équipe. Mais voilà, on se partage pas mal les choses parce qu'on a des zones, tu vois, d'expertise qui sont différentes. Mais le goal de fin, c'est la North Star, c'est la même, quoi. C'est de faire une boîte qui est déjà plus saine, tu vois, un peu financièrement, qui reprend en termes de business, genre du poil de la bête, et qui le fait autour d'une proposition de valeur qui est
différente, qui a évolué et qui est super pertinente par rapport au marché de maintenant, quoi. Et du coup, sur la partie création de contenu, vous allez quand même rester, j'allais dire aussi agressif. C'est peut-être pas le mot, mais bon, tu as compris dans quel sens je le disais. Parce que, mais forcément, vous avez moins de moyens qu'avant, moins de gens, moins de sous, moins de budget acquise. Peut-être falloir faire aussi des trucs plus malins, plus héroïstes. C'est quoi un petit peu le plan là? Vous avez déjà réfléchi? Ça c'est cool, c'est cool, ça c'est marrant. Parce que je pense que on s'était mué dans un espèce de paradigme, on était dans un univers où on était une grosse marque. Ça veut dire que dès que tu approches un talent dans de la création de contenu, dès que tu approches une autre marque pour faire un partenariat, etc., il y a plusieurs choses. Non seulement, c'est plus cher, et deuxièmement, ça prend plus de temps. Ça veut dire que dès que tu approches quelqu'un, ok, c'est la grosse boîte qui vient vers moi. Donc ça veut dire je vais les mettre en relation avec X et Y, et ensuite il va falloir que ce soit validé par cette personne-là, cette personne-là. Et que ce soit de notre côté, que ce soit de leur côté, enfin du côté du talent ou de la marque avec laquelle on voulait être partenaire, etc., ou que ce soit de notre côté. Même de notre côté, on était probablement beaucoup, beaucoup moins agile qu'on l'est à nouveau maintenant, tu vois. Donc la partie pas fun, en gros, tu l'as dit, tu vois, c'est le fait qu'on a moins de budget, qu'on est forcément, tu vois, moins ambitieux sur les grosses campagnes qu'on va faire. Tu vois, les gens, ils nous connaissaient beaucoup pour les grosses campagnes qu'on faisait. C'était des grosses campagnes où on prenait à fond la parole, c'était un truc qui était réalisé, etc., qui nous coûtait des sous et tout ça. Pareil, on a fait des gros partenariats avec des gros influenceurs qui nous ont coûté aussi beaucoup d'argent. C'est quoi ton record? De quoi? Record de budget sur un influenceur? Je peux pas dire. Tu donnes pas le blaze. Non, mais on a payé 150. On a payé des dizaines de milliers. On a payé largement, tu vois, des dizaines de milliers d'euros. Mais tu vois, c'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres choquants, tu vois. Mais pas du tout, hein. On a payé largement, tu vois, des dizaines de milliers d'euros pour des partenariats, tu vois. Alors je vais pas dire des posts, tu vois, parce que c'était des trucs où il y avait des concours, des posts, des stories, de la prise de parole, de la co-création, etc. Tu vois. Donc ça fait plus parce que c'est facile de dire With the New ils ont payé X pour un post, tu vois. C'est beaucoup ce qu'on nous a dit, à des moments. Mais ça nous a aussi permis de grandir la communauté, tu vois. Si on parle de 1 million de personnes, c'est parce que ça s'est fondé comme ça. Donc ça, c'est la partie en gros moins fun, c'est le fait d'avoir moins de budget, de pouvoir aller reach moins de, tu vois, des gens qui sont moins gros. La partie très très fun, c'est que d'un seul coup, tu redeviens beaucoup plus agile, que tu dois vraiment te creuser la tête pour faire des choses, qu'il n'y a plus rien, t'es au-dessus de rien. Tu vois, t'es au-dessus de rien. C'est plus, on va pas collaborer avec ce talent parce qu'il est trop petit, tu vois. Non. Si c'est de la micro-influence, c'est quelqu'un qui, en fait, il y a ses 500 potes ou 500 petites meufs qui s'habillent comme cette meuf-là. Let's go, genre on y va, genre c'est parti, tu vois. Parce que elle fait un truc super bien, tu vois. Et qu'en fait, on veut lui parler et on veut qu'elle parle à sa communauté de nous, tu vois. Et ça, honnêtement, c'est plus fun que juste de penser en... ok, en fait, on fait tellement un gros volume que cette personne-là, elle nous ajoutera que marginalement du volume, donc on va pas bosser avec elle, tu vois. Ouais, je vois, complètement, ouais. Donc ça c'est un peu, voilà, donc ça c'est les nouveaux quand même, c'est les nouveaux trucs cool. The New with the New. Et du coup, pour finir, on va rester un peu sur, comme on a introduit un peu sur un peu les méthodes d'organisation ou quoi. Je pense que c'est un sujet toi aussi qui te plaît. Je sais pas, en général, je pose la question à mes invités. Je sais pas, est-ce que tu peux un peu décrire une journée type et un peu, toi, les bonnes routines et les bonnes habitudes que tu as prises et qui te paraissent intéressantes à partager? Ça marche. Déjà, je viens un peu de loin sur tout ça. Je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à faire avancer With the New autant et même à faire avancer, je pense, ma vie et mes ambitions autant, c'est parce que j'ai des pratiques, tu vois. Je dirais, tu vois, je peux dire des habitudes, des rituels, des routines, on peut les appeler comme on veut. Moi, j'essaye de pratiquer parce qu'il y a des fois où je le fais moins bien et des fois où je le fais mieux, tu vois. Donc, si je fais l'anglicisme, c'est I practice, genre, et je m'entraîne. Ça veut dire que je vais jamais forcément être parfait, mais j'essaie de le faire bien. Et donc, quand je me réveille le matin, j'essaie de prendre de la lumière du jour dans mes yeux. Comment tu fais? Je sors de chez moi. Ah, mais s'il fait nuit? Je me réveille plus tard que la moyenne des entrepreneurs, je pense. Ah ouais? Ouais. Je suis mais ça, c'est hyper intéressant. Je suis plutôt couche-tard, lève tard que couche-tôt, lève-tôt. Ouais, ça, tu vois, bon, moi, je me lève très très tôt. Ouais. Mais c'est parce que je fais du sport le midi. Mm-hmm. Et en fait, voilà, il n'y a pas de hiérarchie entre plus tu te lèves tôt, mieux c'est, en fait, autant que tu fais du coup ce que tu as voulu. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si toi, tu commences à bosser tard, ça veut dire que par contre, tu compenses par le fait que par exemple, tu finis de bosser assez tard. Ouais. Ok. Ouais. Ou alors, je rebosse, ou alors je vais au sport à un moment et je rebosse très tard à un moment. Donc en effet, oui, ce que je finis, c'est assez tard. T'as des enfants ou pas? Non.
Ouais, c'est ça aussi. Parce que moi, en C'est fait, ça aussi. j'aimerais faire. Ouais, parce que moi, j'aimerais faire du. Je préférais, tu vois, me lever plus tard, Bien sûr. pas faire le sport le midi, enchaîner et faire le sport le soir. Ouais. Le problème, c'est que sinon, du coup, tu vois Tu vois pas ta famille, quoi. Exactement. Non, Ouais. non, j'ai de la chance d'habiter. Enfin, j'ai de la chance de la chance ou pas, mais je suis à un moment de ma vie où j'habite seul, où je Ouais. rends des comptes Donc, t'es libre à là-dessus. personne autrement que moi, etc. Tu vois. Donc, le matin, quand je me lève, je sors de chez moi, 5 minutes, avec de l'eau chaude, avec du sel et du citron. Ok. Voilà, mais je vais avoir plein de trucs comme ça, tu vois. Non, mais en si fait, tu ça, veux- il faut jamais, en fait, encore une fois, avoir honte de ces trucs. Tu sais, comme les gens qui disent, ouais, mais moi, le matin, je me fais un smoothie ou quoi. Ah, attention, Tu sais, c'est super important pour moi. Parce que tu vois, tout de suite, il y a le côté un peu morning routine, LinkedIn ou quoi. Mais en fait, non. Si toi, c'est un truc qui te fait kiffer, en fait, il faut juste pas le faire par rapport à l'effet statutaire, en fait. Non, non, en vrai, je le fais pour moi et je le fais parce que, genre, pendant des années, j'ai cherché. En gros, c'est un truc dont on pourrait parler grave longtemps, Ouais. mais le truc number one pour moi, l'objectif numéro un pour moi, et c'est un objectif de cette année pour moi, et c'est la première fois que je l'ai verbalisé aussi clairement. J'essaie de faire mes goals un peu tous les ans, mais pareil, on va tomber dans le stéréotype, mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Ouais. Parce que du moment que ça me fait me sentir bien et du moment que ça me permet d'être, tu vois, d'être plus heureux et d'être meilleur, ça va pour moi, tu vois. Mais quand j'ai écrit mes goals cette année, je me suis dit, ok, le premier truc, c'est j'ai envie de me sentir bien tous les jours. Et ça peut être un truc qu'on prend pour acquis, mais moi, c'est pas le cas, tu vois. Et tu sais que c'est génial ce que tu dis parce que moi, en ce moment, je suis exactement dans le même type de réflexion. Mhm. Je pense que je suis moins avancé que toi parce que moi, en fait, tu vois, là, c'est très récent Mhm. que je me suis dit cette phrase, mais tu vois, qui paraît bateau, mais en fait, c'est important de se le dire. Je veux dire, franchement, moi, il y a plein de journées que j'aime pas là. Voilà. Je me sens pas bien. Tu vois, j'ai pas aimé cette journée. J'ai trouvé trop dur. Tu vois, est-ce que c'est vraiment important que je m'inflige ça, tu vois? Mais tu vois, c'est que récent et j'ai 36 piges, hein, tu vois. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que c'est cool, en fait. C'est important de faire ce pas de recul et en fait, on le lit tellement partout, on l'entend tellement Exactement. partout. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Parce que moi, ça fait 10 ans que j'entends ce genre de truc, Voilà. faites ce pas de recul, machin et tout, et je commence à peine à le faire. Tu vas me dire, là, cette journée, tu vois, j'ai pas du tout aimé. Comment je fais pour ne jamais revivre cette journée que j'ai pas aimé, Exactement. quoi? Bah, en plus, en gros, je me suis rendu compte moi, assez tôt que j'étais très bon sur des trucs où j'avais beaucoup d'affinités, tu vois. Genre, quand j'aime, je fais plus, Ouais. je fais mieux, tu vois. Par contre, quand j'aime pas, je fais pas bien. Ah, Et pareil. il y a tellement de journées que j'aimais pas, là, pendant ces dernières années. Honnêtement, je peux le dire, et Mike, il le sait, Ouais. et les gens de l'équipe, ils le savent, etc., tu vois. Que ce soit une nouvelle équipe, ancienne équipe, etc., tout le monde le sait. Il y avait tellement de journées que j'aimais pas. Et parfois, c'est limite, comment dire, c'est bizarre parce que tu as des journées où tu vas faire la même chose, mais t'as pas fait le job le matin pour mettre ta tête correctement, pour fermer les tiroirs, tu vois, comme on s'en parlait au début. Et du coup, tu vas faire probablement la même chose, ou vraiment pas très très loin en termes de production, tu vois, productivité, en termes de nombre de trucs que tu as fait. Par contre, ton feeling à propos de la journée, il va être dégueu, tu vois, ou alors il va être très très différent, tu vois. Parfois, tu vas faire la même chose et tu vas te sentir bien, et où tu as fait exactement la même chose et tu vas te sentir vraiment vraiment pas bien. Et honnêtement, c'est des choses dont j'ai fait tellement l'expérience et ça a eu tellement de poids sur moi que particulièrement là quand la boîte elle a été reprise, et en particulier quand j'ai pris quelques jours, j'ai pu prendre quelques jours en janvier, tu vois, pour vraiment genre en gros me refocus et justement écrire tous ces goals là, je me suis rendu compte que le premier truc que je dois faire, c'est de me sentir bien. Et à partir du moment où je me sens bien, derrière je vais pouvoir déplacer des montagnes, tu vois. Et je vais pouvoir en déplacer encore plus et des montagnes encore plus lourdes si je me sens très bien. Et donc si je reprends, me sentir bien, c'est genre, je me lève le matin, je me douche, je sors de chez moi, tu vois. Je sors de chez moi tout de suite. J'ai de la chance, j'habite dans un endroit où il y a une petite cour et tout ça, tu vois. Donc en fait, je suis pas dans le monde extérieur, je suis dans le 92. Je suis pas dans le monde extérieur, je suis dans le monde semi-extérieur. Je suis dehors de chez moi, mais j'ai pas les gens, tu vois. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Juste, je m'assieds et je médite pendant genre 20 minutes. C'est beaucoup, tu vois, genre, Méditer, c'est quoi? C'est juste fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration, c'est réfléchir, ouais, c'est quoi en fait? non, c'est ça. J'ai eu une application, je le faisais avec une app avant, je le fais avec une Genre nouvelle app petit bambou, maintenant. des trucs comme ça? Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je faisais avec Headspace avant, et maintenant, je fais avec une app qui s'appelle Open. Ok. Et en gros, c'est tu te focuses sur ta respiration, tu te focuses sur ton corps, et ensuite, tu te refocuses sur ta respiration, tu vois. Faudra que j'essaye un jour ça. Tu sais que j'ai jamais essayé de ma vie. Ça a tout changé pour moi. À ce point? Ok. J'aurais pas créé With The New si j'avais pas médité.
À ce point, et là, tu me l'as bien vendu quand même. Il y a une année en 2017 où j'étais à l'école de commerce. J'avais pas mal de temps de dispo, j'avais pas beaucoup de cours. Et en fait, tous les matins, je méditais. Et tous les après-midi, j'écrivais. T'étais à l'EM, toi, non? J'étais à l'ESSEC. Ah non, toi, c'était l'ESSEC, ouais. Donc j'avais de la chance parce que du coup, j'étais en région parisienne. Donc j'habitais encore chez moi, chez mes parents et tout ça, tu vois. Donc tous les matins, je méditais. Et tous les après-midi, j'avais probablement cours le matin et tout. Tous les après-midi, j'écrivais. Genre, j'écrivais ce que je voulais faire. Juste, j'écrivais des trucs, j'écrivais des idées, tu vois. Et je pense que j'aurais jamais eu la confiance et le jus, tu vois, nécessaire pour me dire, ok, en fait, genre, je vais pas aller en échange aux US alors que j'ai toujours eu envie d'aller habiter aux US, tu vois. Alors que je suis le plus quinri, je suis le plus américain de mes potes, tu vois. Non, en fait, j'ai confiance en ce truc-là. Je vais réussir à créer un truc de ouf. Donc, je vais me mettre à 100% dedans et je vais laisser tomber l'échange alors que j'allais dans une des facs aux US que je voulais exactement, etc. L'histoire du début de With The New pour moi, c'est... Là, on a pré-lancé la boîte le 13 décembre 2017. Et juste avant, j'avais été voir l'ESSEC pour leur dire, guys, je dois partir le 3 janvier au Texas. En fait, je vais pas y aller, genre, parce que j'ai confiance dans ce truc que je construis depuis 3 mois, tu vois. Et tu vois, c'est des moments où, genre, ouais, c'est le chemin. T'as 2 chemins. Tu peux prendre à gauche, à droite. On a peut-être 3 ou 4, tu vois. Et seulement, faut pas te tromper, quoi, tu vois. Ou alors, tu peux te tromper, mais par contre, tu sais que tu peux te tromper, mais tu y vas quand même. Voilà, exactement. Et ça, c'est ça l'entrepreneuriat. Non, c'est ça. Tu prends le risque. En effet, tu peux te tromper, mais par contre, il faut que tu prennes une voie et qu'ensuite tu y ailles à fond, tu vois. Ouais. Et quand je te dis que j'aurais pas créé With The New si je méditais pas, c'est que jamais l'idée, jamais l'audace, jamais le focus de créer la boîte et de devenir entrepreneur, ça me serait venu de manière aussi convaincante si j'avais pas fait des choses avec ma tête. Ouais, ok, intéressant. Donc c'est ça que je fais le matin. Donc la méditation, mais c'est quoi, genre à 9h du mat, 8h30? Ouais, exactement, c'est ça, genre 8h30, 9h du mat. Genre. Ok, 8h30, 9h du mat, je me pose 20 minutes et ensuite... Et après, t'enchaînes sur quel type de truc? Est-ce que tu vois, tu fais partie de ceux qui commencent par les trucs les plus vénères ou quoi? Ou c'est plutôt un truc que ça, tu te gardes pour le soir en mode chill? T'es comment, toi? Donc la journée parfaite, déjà, ça c'est un petit tip, et je pense que t'as des tips qui sont bien meilleurs que les miens parce que c'est sur ça que t'écris et tout ça, mais genre j'essaye de tout time bloquer, tu vois. Donc en fait, j'ai un calendrier pro où il y a mes meetings, etc. Mais j'ai aussi un calendrier perso où il y a mes time blocks de la journée, tu vois. Et en gros, de 8h à 9h30, c'est ma morning routine, tu vois. Et je t'ai parlé que de la méditation, mais en vrai, je termine ma douche au froid, donc ça prend un petit peu de temps. J'essaie de rester 1 ou 2 minutes sous le froid. Ensuite, ensuite je sors, je vais méditer. Ensuite, je prends de la caféine, je me fais du thé et tout ça, tu vois. Je prends le temps le matin, tu vois. Si je peux après la méditation, genre je prie pendant 5 minutes et ensuite, genre si je peux lire mes goals, je le fais, tu vois. Lire au moins les plus importants, tu vois. J'ai des trucs P0, P1 et tout ça. Je vais pas rentrer dans ça. Il y a le spirituel, il y a le religieux, il y a le sport, il y a le... Et le physique et le physiologique qui est ultra important, qui quarterback tout, tu vois. J'espère que genre j'ai réussi à dormir suffisamment longtemps. J'espère qu'en me levant, je me suis pas mis trop longtemps sur mon téléphone, tu vois. Ça, c'est des trucs avec lesquels je me bats juste pour être super transparent. Moi, c'est écran direct quand je me lève. Parce que direct, je me mets sur le Mac, moi. Pour être super transparent avec toi et avec tout le monde, quand je dis je practice, c'est je practice. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de matins, j'allais dire pas un, c'est pas vrai. Il n'y a peut-être pas beaucoup de matins où j'ai vraiment fait 8h, 9h30, où j'ai fait tout dans les temps. Parfois, ça se termine plus tard. Parfois, je fais pas tout parce que je dois commencer à bosser. Parfois, je fais pas tout parce que j'ai pas le jus de tout faire, tu vois, et je suis pas suffisamment convaincu par le process, tu vois. Mais parfois, quand j'ai bien dormi, que je me réveille, je me dis putain, let's go, fais ce truc-là parce que derrière si tu coches tout, en vrai, tu commences par que des victoires et là, t'as un petit peu de dopamine qui est créé. Exactement. Et en général, tu commences bien la journée. Exactement. Et c'est un peu comme ce général américain qui disait en fait, pourquoi nous à l'armée, on fait notre lit quand on se lève? Parce qu'en fait, tu dois commencer par on commence la journée par une tâche accomplie, c'est ça. Une tâche cochée et une victoire en fait. C'est ça. Et donc après tout ça, j'essaye de faire un truc que moi j'appelle ça deep work. Ouais, mais en vrai, moi aussi je l'appelle, ou Eat That Frog, moi je l'appelle aussi. Ouais, Eat That Frog, c'est le truc le plus compliqué. Mais c'est différent parce qu'en fait, deep work, ça veut dire que tu vas vraiment travailler, comme son nom l'indique, profondément. Voilà. Eat That Frog, ça veut dire que tu t'obliges à commencer par le plus urgent, le plus compliqué. C'est ça. Donc je commence pas forcément par le truc le plus urgent, le plus compliqué. En revanche, je commence par un truc qui est mentalement compliqué. Voilà. Ok. Donc tu commences par le dur, quoi. Ouais, je commence par le structurel, par le truc qui me demande vraiment de la réflexion, tu vois. Ouais, c'est un peu Eat That Frog quand même. Voilà, c'est en vrai
à la fin, ça se... La plupart des jours, ça se... Excuse-moi. Ouais. La plupart des jours, ça se... Moi, ce que j'aime à dire, Ça se à prendre complète. comme image, là, pour les gens à qui j'écris ou avec qui je parle ou quoi, c'est en fait, c'est limite, imaginez-vous, tous les matins, alors c'est pas agréable, quelqu'un, en fait, il arrive, il vous braque un gun sur la tente Qu'est-ce que tu vas faire? et il vous dit, mec, en fait, aujourd'hui, Tac, 30 minutes. t'as que 2 heures pour bosser. Qu'est-ce que tu fais? Et il vient tous les matins et il revient avec son gun sur la tête. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on se rend compte que, imaginons si on faisait l'expérience, bien sûr de manière non traumatique, mais de tous les jours, tu n'as le droit de bosser que 2 heures. Et ben, je te jure que, imaginons que ça fait 10 heures dans la semaine, imaginons que normalement tu travailles 50 Plein de heures. trucs que tu ferais Et pas. ben, tu verras que tu n'atteindras pas 20% de tes résultats. Tu seras peut-être à 90%. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces 2 premières heures, bah, en fait, tu iras à l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, tu vois, par exemple, quand on va en vacances, nous les entrepreneurs, bah, on bosse quand même pendant les vacances. Mais est-ce qu'on revient complètement sous l'eau? Non. Parce que c'est 1 heure ou 2 qu'on a bossé chaque jour, etc. Et ben en fait, on va à l'essentiel. Exact. Et ça montre qu'en fait, que tu vois, même moi je fais que parler d'organisation, je suis obsédé par l'organisation. Bah, en fait, je me fais des journées de porc, mais je me dis en fait, comment c'est possible? Qu'est-ce que je fais vraiment pendant ces 10 heures dans la journée, tu vois? Est-ce que vraiment ces 10 heures, est-ce que vraiment je les optimise ou quoi? Alors après, il faut arrêter d'être toujours optimisé par l'optimisation, hein, mais enfin obsédé par l'optimisation. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant avec ce concept de Eat That Frog, Deep Work, de commencer par ces 2 heures-là, et donc de time bloquer 2 heures, où tu dis, déjà la veille, tu sais ce que tu vas faire, et en fait, de commencer encore une fois pareil, la journée par une putain de victoire. Exactement. Donc c'est comme ça que ça commence. J'essaye, tu vois, d'avoir honnêtement, si j'arrive à avoir 3 heures, c'est incroyable. Je fais pas 3 heures de deep work, c'est beaucoup, mais au moins je vais faire, tu vois, genre 1h30, 2 heures de trucs vraiment deep, structurels qui vont ajouter de la valeur. Et ensuite, je traite d'autres choses, tu vois. Ouais. En termes de concentration, c'est ça que moi, je me mets des blocs de 3 heures. Ouais. Mais j'avoue que j'ai du mal à tenir les 3 heures. Quand tu fais un truc vraiment. Au bout de 2 heures, je sens que je commence à être dissipé et tout, quoi. Exactement. Mais tu vois, genre, j'ai appris au fur et à mesure. Pareil, j'étais genre ultra dissipé moi. Maintenant, j'écoute des binaural beats, tu vois, des trucs à 40 Hz, genre avec les 2 écouteurs. Et c'est quoi ça? Qui te focus de ouf. Ok. Mais c'est de la musique? T'es pas dans ça encore? Non, moi, tu sais que moi, je me mets pareil, je mets genre de la musique classique ou de l'acoustique. Ok, Mike, il fait ça aussi. Il met de la pluie parfois. Attends, moi, on va le mettre sur le micro. Ça s'appelle c'est binaural, B-I-N-A-U-R-A-L. B-I-N-A-U. Ouais. R-A-L. Binaural beats. 40 Hz. Ah, il faut que je trouve le 40 Hz. Trouve le 40 Hz, c'est le mieux. 40 Hz. Genre ça ce truc-là, 40 Hz, ouais. Voilà. Genre c'était... Alors non, ça... Moi, je fais les trucs... C'est pas ça, du coup? Je fais des trucs d'extrémiste, non. Non, parce que là, il y a de la musique et tout ça. En fait, là, c'est à 40 Hz, mais t'as de la musique. Moi, c'est que le... Attends, je peux te jouer le truc que j'écoute toute la journée. Hein. C'est pas pareil, de la musique. C'est trop... c'est trop simple, c'est trop sympa. Quoi. Regarde comment on est. Ah, comme ça. Et y a rien d'autre? Non. Attends, vas-y, remets. En gros, le truc... Ok, voilà. Et ça, du coup, ça facilite la concentration? En gros, le truc, c'est quoi? C'est que donc, il me semble que la science derrière, et je sais pas, parce que tu vois, donc, déjà, branchez-vous au podcast d'Andrew Huberman. Moi, c'est comme ça que j'ai appris plein de trucs, tu vois, mais en gros, donc, t'as deux fréquences différentes entre ton oreille droite et ton oreille gauche. C'est pour ça que là, tu l'entends, mais on l'entend pas correctement, parce qu'en fait, c'est un truc en deux côtés. Ah ouais, ok. Et en gros, la différence le delta de fréquence fait que visiblement le delta de fréquence fait que genre t'es beaucoup plus focus. Ok. Et donc pareil, hein, c'est des trucs. Je vais me l'envoyer par mail et pareil, c'est des trucs genre je les bookine et ensuite je les teste. Je suis pas juste, tu vois, le stéréotype de l'entrepreneur du quinri qui va regarder tous les podcasts sur un peu la bro science et qui va juste tout appliquer genre aveuglément. En tout cas, j'applique tout pas forcément. C'est pas que j'applique tout aveuglément, c'est que je teste tout aveuglément et ensuite je vois ce qui marche, tu vois. Et ça a vachement marché pour moi, tu vois. Ça me permet d'être focus pendant plus longtemps. Il y a un autre truc que je fais qui pareil, qui m'a changé la vie. Et je crois que c'est une boîte française, donc shout out à eux gratuitement. Ils sponsorent pas du tout cette vidéo, ni ton podcast, ni moi. C'est Opal. Ah bah oui.
Ouais, Opal pour le tel, mais Opal pour le tel, il y a beaucoup de monde qui ont, mais je sais pas si beaucoup de monde a téléchargé l'appli Mac Opal, qui du coup va t'enlever tout, va t'enlever accès à tous les sites de réseaux sociaux, etc. Genre sur des heures de viability. Moi, je suis toujours en session. Et en gros, dès que je prends un break, je suis toujours en session. Moi, j'ai toujours Insta et tout ça bloqué. Et ensuite, soit j'arrête la session, soit je prends un long break au moment où je veux kiffer, tu vois. Après, moi, j'avoue que quand je suis sur mon Mac, je suis pas trop emmerdé par les réseaux sociaux. Je suis Un peu LinkedIn quand même, ça m'arrive d'y aller. Mais genre, moi, Insta, TikTok et tout, en vrai, bah déjà, si je vais sur TikTok, mais que sur mon téléphone, quoi. Ouais. Tu vois. Non, bah moi, je ferme le tel. Enfin, je ferme le tel et je le mets un petit peu, juste un petit peu loin, juste pour pas que quand il y a un truc qui est compliqué, que tu vois, je suis en train de regarder ou de faire un truc qui est compliqué, j'ai pas le réflexe de le prendre. Et tu sais que moi, j'avais la clope aussi pour ça avant. C'est vrai. Dès que ça devenait compliqué, bien sûr. Bah du coup, j'avais fumé une clope. Tu vois. Et en vrai, fumer une clope, je pense même pas que j'avais que envie de fumer. C'est qu'en vrai, non, mais je me cherchais une excuse pour arrêter. Pour arrêter. Ouais. Bon là, t'as vu que j'ai arrêté, hein, mais bien. du coup maintenant, par contre, je pompe toute la journée, mais et au moins, je vais plus dehors. Donc ouais. j'ai plus ce truc de à chaque fois de devoir me reconcentrer parce qu'en fait, je me rends compte, j'avais fumé toutes les heures en fait. Exactement. Ouais. Bah, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé les trucs, bah, tu vois, Opal et les 40 Hz, etc. En fait, maintenant, j'ai une espèce de, tu vois, on rentre dans le détail, mais j'ai une checklist de trucs avant de commencer à bosser. Ouais. Parce qu'en fait, si je commence et que je le fais sans, c'est bien, je vais travailler, tu vois. Et parfois, je suis tellement obsédé par ce que je vais faire que j'en ai pas forcément besoin. Mais j'aime l'avoir parce que quand je vais bosser sur des trucs compliqués, sur des trucs qui me font parfois profondément chier, tu vois, des trucs qui sont nécessaires, mais où je dois les faire et je dois un peu me faire violence, bah, j'ai cette checklist-là. Je vais me prendre du thé. Je vais me mettre les trucs 40 Hz, je vais activer Opal sur mon tel et sur l'ordi. Et comme ça, je peux être sûr ou quasiment sûr que je vais bosser, tu vois. Ça, c'est le matin. Ok. Ensuite, je déj. En ce moment, je suis chez moi. Tu vois. Là, vous n'avez pas de bureau en ce moment, vous êtes pareil, tu vois, hein pareil, pour être genre 100% transparent sur un peu ce qui se passe en ce moment. Donc, on a repris des bureaux. On a une partie de l'équipe qui peut venir. On a un certain nombre de postes, mais tu vois, avec le split télétravail et bureau, on a ce qu'il nous faut. Pour l'instant, honnêtement, et ces derniers temps, parce qu'on a eu un moment où on n'a pas eu de bureau, j'ai appris à apprécier énormément de pas avoir le temps de transport, de pas prendre la pluie avec le scoot, de pas prendre le trafic, le machin et tout, tu vois. Tout ce temps et cet espace de charge mentale que j'ai plus, ça m'aide à être plus efficace. Ouais. Et tu verras que si ça dure trop longtemps, après ça va te manquer, tu vas vouloir revenir au bureau. Exactement. Mais j'avoue que ce moment, là, quand tu as vécu beaucoup de bureaux et que d'un coup, tu as le moment où tu es que chez toi voilà. et que concentré, moi j'avoue que c'était une bénédiction. Bien sûr. Et franchement, j'ai bossé pas mal, particulièrement ces dernières semaines, sur la qualité de mon setup, tu vois. Genre ok, en fait, quand je me mets à bosser, donc cet endroit où je vais passer genre 7 ou 8 heures de ma journée sans bouger, tu vois, et plus parce qu'après je vais rebosser le soir et tout ça, bah, en fait, à quoi il ressemble, tu vois. À quoi il ressemble, qu'est-ce que c'est ça. Et il y a pas mal de trucs que j'ai honnêtement, il y a pas mal de trucs que j'ai acheté là récemment qui m'ont changé la vie, tu vois. Comme le triple écran ou des trucs comme ça. J'ai qu'un seul écran, j'ai pas besoin de regarder 15 000 trucs en même temps, mais par contre, genre, tu vois, avoir un grand écran plutôt qu'un petit truc devant toi. Moi, je trouve que le double écran, c'est quand même important, non? Alors, t'as peut-être raison, mais en vrai, j'ai assez. Il n'y a pas de raison, quoi. J'ai assez avec. Pratique, en fait, quoi. J'ai assez avec juste un grand écran. Ah ouais, par contre, il est big. Ouais, il est un peu big, ouais. Genre, tu peux mettre un grand fichier Excel, Internet et WhatsApp ici, quoi, tu vois. Pas 3, probablement deux grands ouverts, tu vois. Okay. J'ai ça, j'ai le bureau debout. Mais là, intéressant ça. J'ai le bureau debout et tu restes debout toute la journée. Et le truc, non. Deep Work, c'est assis. Deep Work, je suis assis. Et donc en gros, on peut passer à la deuxième partie de la journée si tu veux vraiment qu'on détaille le truc. Mais honnêtement, moi, c'est des trucs, je pourrais en parler des heures, tu vois. Donc faudra que tu m'arrêtes, toi, tu vois. T'inquiète. Donc le matin, Deep Work, j'essaye de faire 3 heures. La vérité, dans les faits, en ce moment, c'est plutôt, pour être encore une fois super transparent, c'est plutôt 2h, 2h30, tu vois. Ce qui est déjà très bien. Exactement. Mais si j'arrive à atteindre 3h, voire 3h30, ça serait incroyable. Ensuite, je prends du temps pour déjeuner. J'essaye de me faire le plus possible à manger. Je viens de Uber Eats Kids. Hein. Je suis pas du tout exemplaire sur ce truc-là, mais j'essaie de le faire un petit peu mieux. En tout cas, c'est toujours ultra healthy. C'est genre protéines, glucides, un peu d'avocat, d'huile d'olive, des trucs que j'achète genre
où je fais attention de les acheter au bon endroit, avec les bonnes quantités de trucs, etc. Bon, ça pareil, je pourrais en parler des heures, mais c'est peut-être limite un autre épisode. Ouais, clairement. Et ensuite, j'ai meeting et shallow work. Ça, c'est la deuxième partie de la journée, tu vois. De 14h à 17h, 17h30, c'est genre, c'est les réunions. Les réunions. C'est les interactions. Exactement, c'est les interactions. Donc, Ça, là, on parle... pas de meeting le matin, jamais. Non, pas de meeting le matin. Je réponds à des messages, tu vois, pendant la dernière heure, justement, qui est pas très deep work, tu vois, celle où je me déconcentre un petit peu, c'est le moment où je vais répondre aux messages, au Slack, etc. Mais de 14h à 17h, c'est le moment où j'interagis avec les gens. Les weekly, les meetings avec les gens, externes, tu vois. Genre, si t'as un Lemcal ou un Calendly, c'est là où les gens ils peuvent prendre rendez-vous avec toi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. J'ai pas ce truc-là, mais quand je partage des disponibilités, je partage que des disponibilités. T'as pas de lien pour que les gens ils prennent directement rendez-vous? Non, je veux pas donner aux gens accès à mon calendrier comme ça. Mais tu sais, tu leur donnes juste des accès à des créneaux d'availability ou que tu as choisi. Non, je veux choisir. Moi, je veux choisir. Enfin, je veux. Oui, mais justement, en fait, comme c'est toi qui choisis les créneaux où tu es disponible. J'entends, mais mais en gros, ce truc-là, je vais le paramétrer. Et un jour où je vais avoir 2 grosses réunions qui vont, tu vas me demander beaucoup de force, je vais pas avoir envie de faire le call de 17h à 17h30 avec quelqu'un que je connais pas, avec qui je vais devoir, tu vois, présenter la boîte ou un truc comme ça, tu vois. Donc je préfère avoir ce truc-là. Du coup, ce mec-là, tu lui envoies pas le lien. Exactement. Moi, c'est plus pour le tout venant. En plus, c'est des créneaux de 15 minutes, tu vois. En vrai, c'est un truc qui sert une tonne. Moi, j'en avais un moment. Je l'ai juste shut down. La vérité, c'est que pour mon use case, c'est pas forcément super important parce que je parle pas à une tonne de monde. Je parle à beaucoup de gens dans la boîte. Je parle pas à beaucoup de gens à l'extérieur de la boîte. T'es quand même dans le B2C et tout. Tu vois, moi qui suis dans le B2B, Exactement. C'est vrai que si t'enlèves les clients, on parle pas à grand monde en fait, mais du coup on parle aux clients, aux prospects, donc du coup en fait on est obligé à un moment donné de donner accès quoi. C'est ça. Donc de 14h à 17h15 c'est ça. Et ça, maintenant, je le fais non seulement debout, mais aussi pour les réunions où je suis pas le premier speaker, je le fais sur le tapis de marche. Et le tapis de marche... Tu sais qu'il y a plein de gens qui font ça maintenant. Incroyable. Je suis là pour vous dire que le tapis de marche c'est incroyable. Non mais en vrai... Je pense qu'on a un mode de vie, qui est forcément ultra sédentaire quand on fait les métiers qu'on fait et dont on parle, tu vois. C'est des trucs en fait, t'es toujours assis sur un écran et en plus c'est rewarding dans le mauvais sens. C'est le plus de temps tu passes assis sur l'écran. Alors en effet, on va parler après du sport, du machin et tout, tu vois, qui est ultra important pour moi. Mais en vrai, on va arrêter de vendre le truc comme un peu une BD. La vérité, c'est qu'il faut passer des heures. Ah oui. La vérité, c'est qu'il faut passer des heures. Donc en fait, t'es rewardé, t'es récompensé. Au nombre d'heures que tu passes. C'est pas aussi linéaire que ça. Mais ça t'augmente tes chances. Exactement. Et donc, sauf que plus tu passes d'heures à bosser, plus tu passes d'heures assis devant l'écran, tu vois. Exact, ouais. Et donc, honnêtement, depuis... Et attention, ça fait genre 2 semaines, hein, donc je suis encore dans l'euphorie du début du truc. Mais honnêtement, il n'y a pas une après-midi maintenant où genre je déplie pas le tapis de marche, je lève le bureau et je fais au moins un des 3-4 meetings de ces 3 heures-là en train de marcher. Ouais, pas idiot, ouais. Ça me fait trop du bien. Et même, j'ai l'impression, tu vois, que dans le meeting, je garde plus facilement mon focus. Je vais être aussi plus, tu vois... Instantanément, si je dis assertif, je vais penser à Galancir, le mec qui fait les trucs, tu vois. Quel génie. Mais en vrai, je suis plus moi. Je suis plus moi si je suis en train de faire un truc, tu vois. Si je suis en train de marcher, tu vois. Donc ça me fait du bien de fou. Et ensuite, à partir de 17h, je vais faire 1h, 1h30 de vraiment ce que j'appelle genre shallow work, tu vois. Je vais répondre à des messages, je vais updater les gens sur des trucs, je vais faire des petites tâches, que je dois faire. Et ça, généralement, j'aimerais que ça me prenne que 45 minutes. La vérité, c'est que ça me prend plutôt 1h30, tu vois. Ouais. Et ensuite, je descends, je fais shaker, je prends mes vitamines, je prends un café ou un peu de caféine pour me chauffer pour le workout. Et ensuite, je pars à la salle. Et là, soit à la salle, soit au basket. Et toi, tu fais toujours du basket, ouais. Ouais. C'est une des grandes fiertés un peu des dernières années. Ça fait là depuis 2 ans que avec un entrepreneur que tu connais peut-être bien qui s'appelle Étienne Boutan. Ah mais oui, celui qui a fait Intuition. Exactement, c'est ça. Mais c'est l'associé de Hugo Amsalem. C'est l'associé d'Hugo Amsalem, exactement. Ouais, donc avec Étienne, on a créé un Et en effet, Mickaël m'avait mis en relation avec Étienne pour qu'il vienne dans le podcast. Exactement. Tu vois, avec Étienne, on a créé une ligue de basket qui s'appelle la Monday League, qui est plus qu'une ligue, qui est vraiment une communauté, mais surtout qui nous permet de jouer tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs. Tu connais Olivier Ramel ? Ouais.
Ah ouais. joue lui un peu ou pas? Il est avec vous? Il joue un peu, mais il a sa ligue de paddle le lundi Oui, soir. du coup, il a le paddle. Lui, Il a sa donc, ligue de paddle le lundi ouais, soir, donc il peut pas venir. Il est jamais venu Ouais, encore. Mais shout out à lui, j'attends qu'il vienne. ouais. Et du coup, soit à la salle, soit au basket, mais du coup, je m'entraîne tous les jours, quasiment 7 jours sur 7 au total. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Tu vois, moi je fais pas du sport tous les jours et c'est ce qu'il faudrait que j'arrive. J'ai du mal à faire du sport tout seul en fait. Tu vois. C'est vrai? J'ai du mal à mettre la discipline. Mais tu sais, un truc tout con, j'aimerais pour commencer, mais juste me mettre une discipline de le matin, 10 minutes, mais même juste des abdos, des pompes, des trucs ultra simples, mais juste me dis, sur le long terme, si tous les matins tu fais ça 10 minutes, Bien sûr. forcément ton corps il va te dire merci avant de Bien sûr, quoi. c'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Ouais, tu vois. Et c'est fou parce que ça paraît rien et c'est là que tu vois, putain, c'est difficile, hein, les habitudes et tout. Et comme c'est un truc qui, moi, me fait pas forcément plaisir, parce que tu sais, il y a des gens faire des pompes, c'est trop leur kiff et tout. Moi, je sais que je le fais, je veux le faire plus parce que je sais que c'est bien pour moi, Ouais. c'est bien pour mon corps, c'est bien pour les muscles, Ouais. c'est bien pour. Tu vois, moi, je fais du paddle, donc pareil, je sens qu'il faut que j'ai plus de force dans les Grave. bras, il faut que je sois plus gainé quand je saute, machin et tout. Bref. Mais tu vois, j'ai toujours un côté où mon corps, je pense qu'il fait exprès de me le faire oublier, de pas me le mettre en habitude, quoi. J'ai du mal à l'ancrer, quoi. Ah, tu c'est vois. pas facile. Ouais. C'est pas facile. Alors, moi, c'est les trucs pas bons. Les trucs pas bons à boire et à manger, genre. Moi aussi, Je pareil. pouvais pas. Le chocolat le soir et tout, j'ai du mal à enlever. Surtout depuis que j'ai arrêté de fumer. Tu vois, C'est et vrai. en plus, limite, mon cerveau, il me dit, en vrai, frère, t'as arrêté de fumer, Bien sûr. c'était déjà un gros effort. Donc au moins, le chocolat, tu l'enlèves pas. Mais tu vois, sur ça, moi, je me suis convaincu au fur et à mesure avec le contenu, tu vois. Alors, tu vois, en ce moment, il est vachement décrié parce que c'est un mode de vie un peu bizarre, mais Brian Johnson, et puis en plus soft, t'as Andrew Huberman, etc. Ben, tous ces trucs-là, c'est du contenu que je bouffe à fond. Ouais. Et pas seulement parce que c'est des entrepreneurs et tout ça, mais parce que honnêtement, ça a changé ma vie progressivement, quoi. Ouais. Et vraiment, genre, en fait, j'ai zéro honte ou peur de dire que je suis genre complètement cliché à ce niveau-là de l'entrepreneur, même pas forcément français, l'entrepreneur carré qui parce que maintenant, Qui aime bien le développement personnel. et exactement. compagnie, Parce que ça sert à ce que je me sente pas triste ou pas bien. quoi. Ça te met un cadre, en fait, aussi. Tu vois, ça te met un cadre à suivre. J'adore ça, j'adore avoir le cadre à suivre, mais genre, enfin, je suis tellement, en fait, c'est même pas je le fais pas pour le cadre. Je le fais parce que ça me fait du bien. Non, je comprends. Et parce que toutes les idées que j'ai pendant la journée, tous les trucs que je vais mettre dans mon Notion, tu vois, tous les moucherons que je vais attraper pour revenir à ce que tu disais au C'était début. les moustiques, mais Tout- c'est vrai que pardon. moucheron, c'est peut-être mieux parce que les Excuse-moi. moustiques, ils piquent en plus. Ouais, En mais- effet. Tous les moustiques ou moucherons ou Ouais. insectes que je vais mettre dans les boîtes après, ils sont meilleurs quand j'ai fait tout ça que quand Ouais. je l'ai pas fait. Et c'est aussi, et je pense que c'est pas seulement sentir bien, c'est du coup avoir des meilleures idées, faire des meilleurs trucs pour mon business après, etc. Tu vois, donc complètement convaincu par ces trucs-là. Ça fait pas très longtemps là, que ça fait pas beaucoup de semaines que j'ai refait mes time blocks et que je peux t'en parler de cette façon-là. Ouais. Mais franchement, ça, en ce moment, c'est en train de genre changer ma vie et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et plus que de me faire du bien, ça me permet d'être plus responsable, dispo, présent pour les gens de la boîte, pour les gens qui m'écrivent à côté, pour mes potes, pour ma famille. Et c'est des gros objectifs pour cette année, quoi, tu vois. Genre, quand j'ai réfléchi à cette année, c'est pas seulement, tu vois, remettre We The New en place, refaire partir le business, etc., tu vois. C'est être un meilleur frère pour ma sœur, c'est être un meilleur fils pour mes parents, c'est essayer de les aider bien, c'est continuer à m'entourer de gens qui sont super inspirants pour moi, mais qui sont aussi super positifs, que j'aide, qui m'aident, etc., tu vois. Genre, ça y est, en fait, on a plus de 30 ans, tu vois. Genre, c'est pas juste on va chercher la richesse générationnelle ou on va chercher des boîtes qu'on peut créer, quoi. Ouais. C'est aussi, et tu vois, et pourtant je te dis ça, moi j'ai pas de femme, pas d'enfant, tu vois, mais genre la question c'est c'est comment on fait une bonne vie, quoi, tu vois, genre comment on fait un truc qui nous fait du bien, qui fait du bien aux gens qu'on aime le plus, etc., tu vois. Et pour la première fois, et ça fait pas très longtemps, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'être dans la bonne direction pour sur l'aspect holistique du truc, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas seulement je suis en train de faire ma boîte et j'ai des muscles, tu vois, et j'ai mes épaules qui grandissent, tu vois. Ou c'est pas seulement je kiffe avec mes potes et à côté j'ai la boîte, tu vois. Non, c'est genre j'arrive à dispatcher mon temps, mon énergie et ma volonté et mon ambition sur les trucs qui sont les plus importants
en sachant ce que c'est les prios, en sachant ce que c'est ce que je vais laisser tomber, tu vois. Je te dis que je m'entraîne tous les jours, la vérité c'est que maintenant, à un moment je m'entraînais tous les jours. Et parce que j'avais mis mon corps en priorité, ok, number one, je veux être balèze, tu vois. Maintenant je sais que, ok, il y a 2 jours où je vais pas pouvoir m'entraîner parce qu'il y a du job à faire, tu vois. Et là il y a du job à faire, donc je vais pas aller à la salle, je vais pas aller au basket, je vais pas m'entraîner, tu vois. Voilà, des décisions que je fais un petit peu mieux qu'avant. Mais c'est un équilibre très fragile et c'est un truc, si je pratique pas tous les jours. Et surtout, c'est que ça va faire que changer. En fait, c'est pour ça que j'aime bien quand tu dis ça, que du coup, ça se dit mieux en anglais. Et c'est que du coup, en fait, I practice. C'est qu'en fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est pas se mettre de pression et juste se dire que, en fait, quand on se met dans ce côté où every day we practice, et ben en fait, on est dans une bonne dynamique. Et en fait, on sait que tous les jours, on va essayer d'améliorer un petit peu. Et ça nous met dans une dynamique qui rend plus heureux. Et je pense que là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pareil aussi, et moi, tu vois, j'ai mis vachement de temps à faire ça. C'est arriver aussi à s'auto-auditer de manière, et vraiment sans se raconter de crack, tu vois. Sans se dire, non, aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé ce qui s'est passé. Non, dire, franchement, ça, c'est bien de la merde. Franchement, comment je fais tu vois, et surtout, je me dis ça toutes les semaines. Comment je fais pour qu'il y ait une semaine déjà de suite où j'ai bien aimé tous les jours, quoi. Et tu vois, ça, c'est difficile, ça. Pas facile, hein. Et en plus, tu sais, limite... Je crois pas que je l'ai eu encore. Hein. Et tu sais, limite, j'ai eu la réflexion la semaine dernière, je me disais, mais en fait, kiffer ces 7 jours de la semaine, c'est un privilège. Et après, je me suis dit, c'est quand même horrible de se dire ça. En fait, ça pourrait être normal de kiffer les 7 jours de sa semaine. Et comment la définition du kiff, elle est complexe, en fait. Genre, c'est OK, il va dans tous les cas t'arriver des trucs. Pour moi, c'est définition du kiff, c'est déjà, en fait, ne pas avoir le seum, quoi. Ne pas dire, waouh, putain, j'ai trop envie d'être demain. Ah. Tu vois, c'est con. Et alors, encore une fois, tu vois, aujourd'hui, moi, tu vois, j'étais à Paris là toute la journée pour tourner des podcasts. Franchement, je te dis pas ça parce que c'est toi. J'ai trop kiffé là les 3 personnes que j'ai eues aujourd'hui. Le train, ça s'est bien passé. J'ai kiffé. Le réveil, ça s'est bien passé. J'ai pas eu machin et tout. Alors, je me suis réveillé tôt et tout. Donc, ça va, tu vois, j'ai kiffé. Mais tout de même, tu vois, c'était quand même un jour que j'appréhendais. Parce qu'en général, quand même, c'est des jours qui m'enlèvent un peu de ma routine, qui m'enlèvent de Bordeaux et tout, qui m'enlèvent de ma femme, de ma fille et tout. Et je pense que parler pendant 6 heures de suite, c'est pas facile. C'est pas forcément facile non plus. Ça, tu kiffes probablement. Mais heureusement que j'ai kiffé parce que des fois, tu vois, poser des questions pertinentes, être là, machin, c'est pas facile. Et en plus, des fois, je tombe sur des gens que finalement, en fait, l'épisode, c'est pas qu'il se passe pas bien, c'est que je le kiffe pas plus que ça. Donc, je fais le job. Mais je me dis, putain, vas-y, je me suis levé tôt, je suis venu à Paname. En plus, je sors 2 épisodes par semaine. Donc, quand je viens, que j'en sors 2, j'en fais 2 dans l'après-midi, je dis, putain, ça m'a fait gagner qu'une semaine de contenu, quoi, tu vois. Bon, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on conclue parce qu'il faut que je te libère. Et moi, il faut que je m'auto-libère aussi pour aller prendre mon train. Franchement, j'ai trop kiffé. On a fait un bon épisode. En général, tu vois, mes épisodes, ils durent 1 heure, 1 heure et quart et tout. Là, je pense qu'on a fait plus d'1 heure et demie. Ouais, on a fait plus d'1 heure et demie. Et tu vois, c'est bien quand même. Hein. Il faut que je branche tout le monde en fait sur la partie un peu organisation à la fin parce qu'en fait, on peut très vite quand même avoir de très bons inputs sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup, David, parce que franchement, t'es pas venu là que pour rouler des mécaniques et parler de trucs où on gonfle les pecs. Donc, franchement, l'exercice, c'est pas ultra simple. Donc, franchement, merci à toi parce que c'est un épisode original et franchement, j'ai trop kiffé. Où est-ce qu'on te suit, toi, David, toi? Je sais où on suit With The New. Tapez With The New sur Insta, TikTok, partout. Mais toi, où est-ce qu'on te suit? On me suit sur Instagram. David G. Benahim, B-E-N-H-I-M. De retour probablement bientôt. Ça dépend du moment où le podcast sortira. Mais, je pense qu'il va sortir dans 1 mois, comme ça. Ouais, moi, je sais que je me suis focus beaucoup sur faire sortir la boîte de l'état ou de la situation dans laquelle elle était ces derniers mois. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup parlé. Je n'ai pas parlé à grand monde. J'étais trouvable dans mes story close friends, mais il faut être un close friend pour m'avoir vu à des endroits. Mais voilà, une partie, le fait qu'on parle aujourd'hui et ce qui va se passer pendant les prochaines semaines, ça contribue au fait que je recommence à parler un petit peu, et parce qu'il y a des choses qui sont super importantes, tu vois, et c'est non seulement aussi updater un petit peu les gens, tout l'écosystème, tu vois, sur ce qui se passe pour With The New. C'est une communauté comme 1 million de personnes, c'est exactement. Mais aussi recommencer à faire des trucs qui me rendent fier, tu vois, ce qu'on vient de se dire. S'il y a même une personne qui peut prendre ces trucs-là et en faire quelque chose, et qui viendra ou pas m'écrire, je m'en fous, tu vois, mais qui viendra ou pas m'écrire pour me dire que ça lui a servi, je serais honnêtement super content. Donc
voilà, on me trouve sur Instagram. En tout cas, on me trouvera sur Instagram dans les prochaines. On me retrouvera sur Instagram. On peut te trouver sur LinkedIn, mais tu réponds pas. Exactement, on peut me trouver sur LinkedIn, mais ça, c'est l'important disclaimer. LinkedIn, je suis nul. Donc, pour l'instant, je poste pas et je réponds pas beaucoup, mais vous pouvez venir m'écrire sur LinkedIn si Insta, c'est trop perso. Ok, et ben écoute, en tout cas, merci à toi, David. Je vais faire les petites mentions légales de fin d'épisode. Si vous nous écoutez sur les plateformes audio, très important, les 5 étoiles, ça vous prend vraiment 2 secondes, mais pour moi, c'est hyper important. C'est ce qui fait que le contenu continue à être là, régulier, gratuit. Nous, ça nous permet de plus exister, d'avoir des meilleurs sponsors, donc du coup, de pouvoir faire des meilleurs setups, du meilleur contenu, etc. Donc, c'est hyper important. Ouais. Et sur YouTube, évidemment, petit like sur la vidéo et surtout, appuyez sur s'abonner. Hyper important. Je pense qu'on aura dépassé les 10 000 abonnés quand on fera quand cette vidéo sortira. Ce qui est très cool, parce que j'ai mis 1 an à atteindre 5 000 abonnés, et là en 1 mois j'en ai repris 5 000. Trop bien. Donc je me dis c'est bon, je suis en train de s'épaire là sur YouTube, donc je suis content. Merci au sponsor de cet épisode, je sais pas encore qui c'est mais je l'embrasse. Merci beaucoup David, on va remercier fortement Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui nous invite dans ses locaux, dans ce super setup. Donc merci à lui, le boss. On l'embrasse et merci à tous, à bientôt dans La Chapelle Radio et ciao.